Je suis formateur, mais en fait les gens qui me connaissent disent que je suis plutôt déformateur. Ça me va mieux d'ailleurs. Donc je déforme les gens en fait, méfiez-vous. Accessoirement, je suis conférencier aussi, c'est la même chose, mais en mieux payé, en moins fatigant. Donc je pense que je vais développer les conférences et arrêter les formations. Donc je suis indépendant depuis à peu près 24 ans à Paris, nul n'est parfait. Je suis normand d'origine, ça ne se voit pas. Mais les Normands ont une spécialité, c'est qu'ils ont un filtre anti-humidité. Vous ne savez pas, mais c'est comme ça. Les vaches normandes en tout cas. Donc je fais de la psychologie depuis à peu près 44 ans de façon diverse et avariée. Et en fait, je suis tombé dans la marmite de potions psychologiques quand j'étais petit. Et comme je ne sais faire que ça, je continue à faire ça. C'est tout. J'arrête de me perdre. Donc j'ai fait plein d'études diverses. Et voilà, j'ai fait des études de lettres et de philosophie. J'ai fait aussi une formation RH. Et j'ai quasiment fait une formation école de commerce. Je vous raconterai ça plus tard. Voilà, j'adore apprendre en fait. J'ai travaillé dans une école de commerce. J'ai dirigé une école de commerce. Donc ça me fait plaisir de revoir des visages d'étudiants et d'étudiantes et de profs aussi. Donc ce que vous pouvez comprendre, c'est que dans mon fil conducteur, en fait, c'est quoi? C'est les mots, c'est la parole, c'est le baratin. En fait, je ne sais faire que ça. Parler, écrire, éventuellement faire parler. C'est bien aussi, mais c'est moins fatigant. Quoique. Et puis, comme vous le voyez peut-être, j'ai créé un stage sur la culpabilité il y a à peu près 20 ans pour des besoins personnels, parce que tout ce que j'ai fait, en fait, quasiment tous les stages que j'ai créés, toutes les conférences que j'ai mises au point, je les ai faites d'abord par rapport à mon problème ou à mes problèmes personnels que j'avais envie de résoudre. Et quand je les ai eus à peu près résolus, eh ben, j'ai eu envie de partager avec les autres en fait, ce qui marchait pour moi, en croyant peut-être de façon un peu présomptueuse que ça pouvait aider d'autres personnes. Et c'est comme ça que je suis devenu en fait, petit à petit un spécialiste de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Voilà. Donc, ça c'est le CV officiel. Maintenant, je vais vous raconter ma vie de façon un peu plus personnelle et ça va être évidemment beaucoup plus intéressant. Donc ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que pour faire le lien avec le thème et le stage, c'est que moi en fait je crois, quand je réfléchis bien et quand je suis honnête avec moi-même, c'est-à-dire le dimanche matin de 9 à 10 heures, je me rends compte que j'ai toujours vécu dans la culpabilité. En fait, depuis que je suis né, je vis dans la culpabilité. Alors évidemment, de moins en moins, et dans des proportions qui n'ont rien à voir entre aujourd'hui et quand je suis né, mais on pourrait dire que je suis né dans la culpabilité. Ça, c'est mon histoire personnelle. Et quand je réfléchis bien, d'ailleurs, je m'aperçois aussi que ce n'est pas complètement vrai. Je n'étais pas tout le temps dans la culpabilité parce qu'il y avait des périodes de rémission. Et par exemple, une période de rémission incroyable, c'est quand j'ai fait ma première formation. Donc j'ai animé ma première formation, j'avais 11 ans. Et j'ai enseigné, quoi au fait? Ah oui, les mathématiques. Pas banal quand même. Donc ça s'est passé de la manière suivante. Les gens de ma génération connaissent les maîtres auxiliaires, c'est-à-dire des professeurs qui n'ont pas eu la Greg ou le CAPES, et on leur dit, ben voilà, si tu es sage, tu prends 2-3 ans un enseignement dans une autre discipline que la tienne, et quand tu auras un poste dans ton créneau, tu auras peut-être la priorité. Donc mon prof de maths était un prof d'histoire géo. Il s'appelait Lacrampette, il ressemblait à D'Artagnan, et il ne comprenait rien à ce qu'il nous enseignait. C'était dramatique. Et moi, en fait, je ne sais pas pourquoi et comment, mais je comprenais non seulement ce qu'il disait, mais ce qu'il fallait dire à mes camarades de classe pour qu'ils comprennent. Donc ça n'a pas fait longtemps, en fait, au début, j'ai simplement expliqué à mon camarade de table au fond de la classe avec les pirates ce qu'il fallait comprendre, et puis très vite, il m'a fait venir devant, et il m'a utilisé comme répétiteur, formateur, bis, pédagogue, tout ce que vous voulez, pendant 2 ans, et j'ai adoré, et j'ai compris que j'étais fait pour ça. Le lien, vous le voyez, c'est le langage, toujours le langage. Deuxième expérience traumatisante, mais positive, j'étais lycéen, à Deauville. Deauville, tout le monde connaît, donc moi j'étais interne. Et pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe dans un internat, après les cours, il y a des heures de travail en permanence, après il y a miam-miam obligatoire, et après il y a le foyer. On est obligé de s'amuser sur commande pendant 2 heures, baby-foot ou tennis de table ou baby-foot, c'est génial. C'est chiant en fait, et quand on est ado, on a envie d'autre chose. Donc nous, on avait trouvé un jeu fantastique, c'était de choper les filles en douce des pions et de les doucher, tout habillées. Ça, c'était rigolo. Et donc ce soir-là, j'étais vachement content parce qu'on en avait douché 3 d'un coup. Figurez-vous. Mais j'étais mouillé, forcément, parce qu'il faut mettre la main à la pâte, c'est l'intérêt de la manœuvre. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais voir le pion, mi-figue, mi-raisin, et je lui demande les clés du dortoir pour aller me changer avant de monter. Il me regarde d'un œil un peu circonspect, du genre, il avait bien compris que j'avais fait quelque chose de pas très catholique, mais comme, justement, peut-être j'avais été éducastré comme il se doit, il me donne les clés. Je monte au dortoir, 3e étage, et là, ma vie a basculé. Je vois la porte ouverte. Un dortoir, c'est jamais ouvert.
C'est plutôt fermé deux fois plus qu'une. Je rentre dans le dortoir. Imaginez une grande salle tout en longueur, avec 20 box de chaque côté. Les box, c'est comme des petites chambres sans porte. Et là, je sens un courant d'air. Froid. Donc il y a une fenêtre ouverte. Ça, c'est encore plus improbable. Alors je vais dans mon box, qui est tout au fond à gauche, et 1, 2, 3, 4 box à droite, je regarde, et qu'est-ce que je vois à califourchon sur la fenêtre? Un de mes camarades de dortoir. Ben, je vais vous dire, j'avais plus du tout envie de déconner. Donc ça m'a évidemment scotché. Je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai rien fait. Je lui ai dit, ça va pas. Je ne sais pas ce qu'il a raconté d'ailleurs. Après, je me suis aperçu que je me suis dit, de toute façon, c'est pas moi de parler, je vais le faire parler. Déjà, tant qu'il parle, il saute pas. Après, j'ai compris que c'était l'essence de la thérapie, c'est de fermer sa gueule et de faire parler les autres. Après, je me suis dit, il a un poids. Je sentais bien qu'il avait un poids. J'étais moi-même ancien dépressif et suicidaire, donc je savais exactement ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait. Mais c'est pas à moi de le dire. Donc le but, c'était de lui faire dire les choses. Donc je lui ai posé des questions ouvertes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il a commencé à parler, et à parler, et à parler. Et j'avais toujours cette intuition qu'il fallait que je la ferme, que le but, c'était pas que moi je parle. J'avais rien à lui dire, pas de conseils à donner, juste l'écouter. Donc je reformulais, je faisais d'accord. Des fois, je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Des fois, il pleurait en parlant. C'est pas grave, je me suis dit, ça sort, c'est bien. J'ai compris 20 ans après que c'était ça l'essence de la thérapie. Puis à un moment donné, il s'est calmé, il s'est arrêté. Et moi, comme j'avais mal aux fesses, parce que je m'étais mis à moitié sur la fenêtre, comme ça, donc j'ai changé de position, il a changé de position. Ça s'appelle la synchronisation, c'est de la PNL. J'ai découvert ça 30 ans après. Et là, je me suis dit, c'est sauvé. S'il met la jambe à l'intérieur de la fenêtre, c'est bon. Après, on a entendu nos camarades arriver. Il m'a dit, toi, parle à personne. Évidemment, pas besoin qu'on m'explique le secret professionnel. Donc, j'en ai jamais parlé, ni aux autres, ni à lui, ni au pion, bien sûr. J'ai juste vérifié plus tard qu'il était encore vivant. Et il est vivant, il est marié, il a 3 enfants, tout va bien. Il était juste dans le creux de la vague. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'en sais rien. En tout cas, 2 ou 3 semaines après, il y a un autre pion qui vient me voir en douce et qui me dit, dis donc, Patrice, je peux te laisser Marc 1 heure ou 2, tu sais, tu le fais parler, là, quand... D'accord? Puis quand ça va pas, tu m'appelles, je viens le récupérer. Donc j'ai fait Philippe, et après j'ai fait Marc, et puis j'ai fait Jean, et puis j'ai fait je sais pas quoi. Et j'ai fait ça toute l'année, et j'ai failli rater mon bac. Mais j'ai compris que j'étais fait pour ça. Parce que ça me plaisait. Et quand j'étais là-dedans, je ne sentais pas la culpabilité. Tiens, ça c'est étrange. Et voilà le lien peut-être avec le sujet qui nous intéresse. Et ça va faire tout de suite un lien avec vous, parce que vous allez comprendre où j'essaie de vous emmener. Moi, en fait, vous avez compris que je ne sais faire qu'une seule chose. Parler, faire parler ou écrire. C'est-à-dire manipuler du langage. À part ça, rien du tout. Je vous assure, je suis vraiment bon à rien. Je ne suis même pas capable de monter un meuble Ikea normalement. 3 fois sur 4, il est monté à l'envers. C'est dramatique. Par contre, vous me donnez un auditoire, un texte, une formation, là, je fais des choses intéressantes. On verra, c'est vous qui direz si c'est bien ou pas, mais en général, il y a quelque chose qui se passe. Alors, quand on me demande comment je fais pour faire tout ça, comment je fais pour écrire 50 livres, j'ai écrit 50 livres en 10 ans. Ça veut dire 5 livres par an. La réponse est très simple, je ne fais rien. Comment j'ai fait ma première conférence? C'est très simple, je suis monté sur l'estrade et j'ai parlé. La personne qui m'avait apporté la conférence, qui m'a conduit à la conférence, m'a dit « Mais tu vas leur dire quoi ?»« Mais j'en sais rien, moi. »« Mais t'es fou, t'as 150 chefs d'entreprise qui t'attendent, tu sais pas ce que tu vas leur dire ?»« Non, j'ai pas besoin. J'appuie sur le bouton « Parler » et ça parle. C'est pas moi qui parle en fait, ça parle à travers moi. » Donc, le lien avec la culpabilité, c'est quoi? Quand on est dans la culpabilité, et vous êtes forcément dans la culpabilité, ou alors vous êtes inhumain, ou peut-être sociopathe, mais j'en ai pas remarqué trop dans cette salle, donc ça devrait aller. Quand on est dans la culpabilité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on cherche? À se déculpabiliser, parce que c'est négatif, douloureux, désagréable, voire insupportable. Alors comment on peut faire pour se déculpabiliser? C'est très simple. On va essayer, 1, de reconnaître éventuellement quand on est doué émotionnellement, 2, réparer, se faire pardonner, et on va essayer de transformer en fait cette émotion négative. Okay? Sauf que pour se faire pardonner, il faut donner quelque chose. Et la question, c'est qu'est-ce que vous avez à donner aux autres? Et la réponse, elle va certainement vous surprendre. Peut-être elle ne vous plaira pas, ça n'a aucune importance. Je ne parle pas pour vous convaincre, juste pour vous donner à réfléchir. Comme disait l'autre, vous avez tous une chose à donner. Vous-même. Ou plus exactement, votre don. Au cas où vous ne le sauriez pas, vous avez tous un don. Un seul don. Alors en fait, ce n'est pas exactement ça, c'est plus précis encore que ça. Ça s'appelle un talent. Et je vous ai parlé du mien justement pour faire le lien. Et maintenant, je vous pose la question, quel est votre talent? Vous n'êtes pas obligé de me croire,
j'ai 1h30, je vais balancer tout, c'est mon style, ça vous plaît ou pas, c'est pareil. Le but, c'est de vous donner à réfléchir. Mais réfléchissez à ça. Quel est votre talent? Mon avis, ancien recruteur, ancien candidat, ancien formateur en recherche d'emploi, conseiller en gestion de carrière, tout le monde a un talent. Tout le monde a un talent. Donc vous avez tous un talent. Pas deux, pas trois, un seul. Voilà. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce que c'est qu'un talent? Deux définitions pour le prix d'une. Première définition du talent, Madeleine Barrault, c'est ce que vous faites sans jamais l'avoir appris. C'est génial, non? Ce que vous faites depuis toujours, sans jamais l'avoir appris. C'est ça votre talent. Donc votre talent, déjà, mauvaise nouvelle, il n'est pas dans votre CV. Eh ouais, ça c'est la merde. Ou plus exactement, il n'est pas dans le CV officiel, c'est-à-dire dans la rubrique formation, expérience, voire compétences. Ce n'est pas forcément vrai à 100%, ce que je dis, il y en a qui l'ont identifié, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu en fait. Donc en fait, où se trouve votre talent? C'est très simple, il se trouve en bas du CV. Vous savez, dans la fameuse rubrique poubelle qu'on appelle divers, autres, loisirs, moisirs et tous ces trucs-là. C'est là qu'il se trouve votre talent. C'est pour ça que les recruteurs continuent d'attendre et de lire cette rubrique. Parce qu'ils savent que c'est là où ça se trouve. Comme disait un recruteur de mes amis, c'est dans les poubelles qu'on trouve les plus beaux trésors. La preuve. Alors attention, parce que beaucoup de gens se trompent de cheval de bataille. Tous vos loisirs ne sont pas intéressants. Si votre loisir, c'est de regarder la télé, on s'en branle. C'est pas un talent, ça. Ou faire du shopping, ça c'est nul. Pourquoi? Parce que c'est des loisirs passifs. Non, 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 votre talent, c'est un loisir actif. Ça veut dire que vous faites quelque chose pour les autres. Vous faites quelque chose pour les autres. Des fois, par exemple, moi j'ai eu beaucoup d'étudiants, vous imaginez bien, quelques dizaines de milliers, en stage, en cours et tout ça, et j'adorais d'ailleurs, et en fait, parce que c'est un public très réactif, et souvent, en fait, les étudiants me disaient, moi ça y est, j'ai trouvé mon talent, c'est quoi? M'organiser. Eh ben c'est bien chéri, mais c'est pas un talent ça, c'est une qualité. Pourquoi? Parce qu'il y a S'. Organiser qui? Moi-même. Ce que vous faites à vous-même, c'est très bien, ça s'appelle de la masturbation professionnelle, c'est bien, c'est utile, c'est agréable, mais ça ne sert à rien pour les autres. Ce n'est pas un talent. Ce que vous faites pour les autres. Qu'est-ce que vous faites aux autres, pour les autres, sur les autres? Enfin, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais bon, pour les moyens de... Voilà, vous avez compris? Qu'est-ce que vous apportez aux autres? Qu'est-ce que vous transformez chez les autres? C'est ça votre talent. Donc ça veut dire, un talent, déjà, c'est une compétence. Une compétence, c'est un savoir-faire directement opérationnel. Un verbe d'action avec un complément d'objet. Parler en public, ça c'est une compétence. Écrire des livres, ça c'est une compétence. Et plus le complément d'objet direct est précis, plus le verbe est précis, plus votre talent il est ciblé. Et vous avez un verbe à trouver, un seul. Alors vous allez me dire c'est compliqué. Ben oui, c'est pas compliqué, c'est impossible. La quasi-totalité des gens ne connaissent pas leur talent. C'est bizarre ça. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes assis dessus. Parce que votre talent, c'est vous. Parce que votre talent, il a une caractéristique tout à fait incroyable, c'est que vous ne faites rien, justement. Donc forcément, si vous ne faites rien, est-ce que ça a de la valeur? Ben non. Ah non, mais ça, c'est facile. Justement, c'est parce que c'est facile pour toi et que c'est impossible pour les autres que c'est un talent. Moi, j'ai une amie qui soigne les migraines à distance. Vous y croyez à ça? Je suis migraineux. Elle me soigne mes migraines à distance. Et je lui dis, mais tu fais comment? Je ne sais pas. Elle ne fait rien. Ah oui, d'accord, mais quand même, moi, ça me fait une différence quand même. Qu'est-ce que vous faites sans rien faire? Le talent, c'est quand vous ne faites rien et qu'il se passe quelque chose. Réel, concret, visible, une transformation. C'est ça votre talent. Donc votre mission, si vous l'acceptez, à partir de maintenant, les étudiants, les profs aussi, c'est d'identifier votre talent. Première étape. Deuxième étape, c'est d'accepter, déjà il faut l'accepter. Parce que j'ai découvert aussi que la plupart des gens, en fait, des fois, moi j'aime bien découvrir les talents des gens. En général, il me faut un repas pour ça, ou une consultation, mais c'est plus cher. Et donc, le but du jeu, c'est de jouer un peu à deviner. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand j'identifie le talent des gens, 9 fois sur 10, « Ah non, mais ça, j'aurais pas voulu avoir ce talent-là. » Ben attends, c'est pas le Père Noël, hein, c'est pas Monoprix, tu choisis pas ton talent, c'est lui qui t'a choisi, bordel. Donc, 1, l'identifier, 2, l'accepter. L'accepter. 3, une fois que vous l'avez accepté, ce qui n'est pas forcément facile, vous l'utilisez. Vous l'utilisez dans votre vie. Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est marqué, et c'est vrai, si vous n'utilisez pas votre talent, il vous détruira. Voilà, je viens de recevoir un mail d'une personne qui a été envoyée à une amie, en fait, et qui est aussi migraineuse, décidément, c'est un club, 10% de l'humanité, et elle fait des trucs, des céphalées, des trucs de folie, et en même temps, elle dit « Ah, c'est bizarre, j'ai un talent, mais j'ose pas l'utiliser. » Ah bah tiens, devine, c'est quoi le lien?
Donc c'est ça votre mission, c'est d'identifier votre talent. Qu'est-ce que vous faites de mieux que vous-même et de mieux que les autres? Qu'est-ce que vous faites quand vous faites rien et qu'il se passe quelque chose? Qu'est-ce qui est facile pour vous? Qu'est-ce qui est évident? Qu'est-ce que vous faites depuis toujours? Ça, c'est la première chose. Une fois que vous aurez fait ça, déjà, ça ira mieux dans votre tête. Parce que vous aurez quelque chose à donner, quelque chose à rendre, quelque chose à vendre. D'abord en tant qu'étudiant, ensuite pour votre profession, pour votre identité et aussi, bien sûr, pour la culpabilité. Donc maintenant, je vais reparler de la culpabilité au sens strict du terme. Ça va? Moi, ça va. Donc, je vous propose trois parties dans cette conférence, trois questions si vous préférez. La première, évidemment, c'est de savoir qu'est-ce que c'est exactement la culpabilité. Parce que là, j'en ai parlé, comme si tout le monde était d'accord sur la définition, mais ce n'est pas forcément clair. Ce n'est pas forcément évident. Et puis, il y a tout ce qu'il y a autour et derrière la culpabilité. Donc, c'est important d'en parler. Et moi, je crois que le pouvoir des mots, c'est aussi de clarifier les choses. Quand on a une bonne compréhension des choses, quand on clarifie bien, qu'on distingue bien les choses, c'est plus facile d'agir dessus, d'utiliser. Ensuite, je voudrais vous parler de la culpabilisation. La culpabilisation, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait que nous devenons coupables? Qu'est-ce qui fait que nous arrivons à nous sentir coupables? Comment les gens font pour vous culpabiliser? Comment vous aussi, bande d'escrocs, vous faites pour culpabiliser les autres? Parce que forcément, vous imaginez bien qu'on est tous des deux côtés de la barrière. On est à la fois coupable, culpabilisé, et en même temps, on est tous culpabilisateurs. Quand vous voulez obtenir de l'argent de vos parents, qu'est-ce que vous faites, bande de salopards? Vous les culpabilisez. Ouais, maman, quand même, t'es méchant, tu pourrais être... Oui ou non? Enfin, je le fais mal, mais je suis sûr que vous faites des trucs comme ça. Et c'est de bonne guerre. Donc, on va décortiquer ça, la culpabilisation. Et bien sûr, la solution, entre guillemets, c'est la responsabilité ou la responsabilisation. Alors, le mot, évidemment, lui-même, il ne dit rien, mais derrière ça, il y a tout un message, en fait, toute une attitude qu'il convient peut-être de retrouver, de recréer, d'intégrer, de développer, d'installer dans votre vie et dans votre tête. Et le but du jeu, c'est quoi? C'est d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Ce n'est pas de supprimer la culpabilité, je précise bien. La culpabilité a une utilité. Donc il ne s'agit pas de la supprimer, sinon vous deviendrez des sociopathes. Ce n'est pas le but du jeu, encore une fois. Simplement, c'est de diminuer en fait son emprise sur vous et d'éviter que vous soyez manipulé et manipulable. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est que la culpabilité? En fait, il y a deux définition de la culpabilité, il y a deux aspects qui sont d'ailleurs très complémentaires. La première chose, c'est la culpabilité, c'est un jugement. La culpabilité, c'est une notion de droit. C'est une condamnation. Boum, coupable. Donc c'est quelque chose qui se passe dans la tête, c'est un concept en fait. Et en même temps, c'est pas que ça, parce que si c'était que ça, on n'en parlerait pas ici. Et moi, ça ne m'intéresserait pas, ça ne serait pas du développement personnel. Donc en même temps, c'est quoi? C'est une émotion. C'est-à-dire l'intériorisation du jugement. Comme le stress en fait. Le stress c'est quoi? C'est la pensée, je ne vais pas y arriver. Vous avez remarqué ça? Des fois vous avez cette pensée-là, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver à être à l'heure, je ne vais pas y arriver à mon examen, ou à avoir une note, ou à avoir ceci, ou à avoir cela, ou à séduire l'autre, ou machin, ou à décrocher une bourse, ou un stage, ou un poste. Et bien dès que vous pensez ça, vous stressez. Le stress est déclenché instantanément par cette pensée-là. Les pensées et les émotions, bien sûr, sont connectées, liées. Donc ça c'est intéressant que vous fassiez le lien. À la fois un jugement extérieur, on pourrait dire presque objectif, le côté juridique de la chose, et en même temps c'est une émotion, quelque chose de subjectif, d'intérieur, de personnel aussi bien sûr, et peut-être aussi parfois d'inconscient, parce qu'on verra que ce n'est pas toujours conscient. Alors, la définition provisoire de la culpabilité que je vous propose est la suivante. C'est la responsabilité d'un préjudice. Alors ça c'est une définition qui vient évidemment d'abord du droit. La responsabilité d'un préjudice. Ça veut dire que vous avez fait du tort à quelqu'un et vous êtes responsable de ce tort. Tout simplement. La question, bien sûr, c'est quoi? C'est de savoir est-ce que cette responsabilité, est-ce que ce préjudice est justifié ou pas? Ça, c'est la grande question. J'ai animé des stages sur la culpabilité, je vous l'ai dit, pendant peut-être une dizaine d'années. Je n'ai pas calculé exactement. Et j'ai fait une découverte. Parce que quand on anime des stages à la chaîne comme ça, tous les week-ends, enfin un week-end tous les 3 ou 4 mois, pendant des années, il y a un moment donné, on voit des dizaines de personnes et on entend des choses et à un moment donné, il y a quelque chose qui émerge. Et moi, j'ai découvert une chose tout à fait incroyable, pour moi en tout cas, c'est que 90% des culpabilités sont, à votre avis, injustifiées. Injustifiées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est peut-être l'intérêt de ma présence ici et de cette conférence, c'est que la plupart du temps, on culpabilise pour rien. De la même façon que vous le savez peut-être, c'est étrange d'ailleurs parce que c'est la même proportion, 90% des peurs que vous avez n'arriveront jamais. Ouais.
savez ça, c'est étonnant ça. Ça veut dire qu'on a peur et on stresse en général 9 fois sur 10 pour rien. Radio Ego se met en route. Intéressant, c'est la même proportion. Peut-être il y a une logique derrière tout ça. Donc, est-ce que, si vous culpabilisez, est-ce que c'est justifié? C'est la première question que vous devez vous poser. Et rien que cette question-là, ça va changer votre vie. Parce qu'à partir de maintenant, au lieu de subir la culpabilité, en vous posant cette question-là, vous allez reprendre un peu le pouvoir. Si elle est justifiée, on verra ce que vous pouvez faire. Si elle ne l'est pas, on verra comment vous pouvez vous protéger des manipulateurs qui essayent de vous culpabiliser. Parce que c'est ça l'enjeu de tout ça. Alors, pour moi, en fait, pour bien clarifier cette histoire de responsabilité et culpabilité, j'ai l'habitude de proposer un schéma. J'aime bien les schémas, je suis un peu visuel. Et l'idée, en fait, c'est d'expliquer qu'il y a 3 façons en fait, de réagir par rapport à ça. La première façon, c'est ce que j'appelle la culpabilité au sens fort du terme, la culpabilité injustifiée, la culpabilité habituelle. C'est-à-dire, excusez-moi. Ça, c'est la chape de plomb qu'on prend sur la tête quand on est un petit peu abattu, abasourdi. Deuxième niveau, deuxième degré, c'est ça qu'il va falloir essayer de retrouver ou de recréer, c'est ce que j'appelle la responsabilité, c'est-à-dire un état d'équilibre où vous êtes uniquement responsable, uniquement des torts que vous avez uniquement faits, et pas des autres. Et c'est difficile. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont déjà réfléchi à ça, parce que je peux vous dire, pour avoir fait travailler des gens des week-ends entiers là-dessus, pour vérifier est-ce que c'est justifié ou pas, je vous raconterai des anecdotes, évidemment j'en ai des dizaines, je ne vous raconterai pas tout, mais je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de faire la part des choses. Parce que quand on est dans l'émotion, on n'a pas la clarté intellectuelle pour voir si c'est justifié ou pas. C'est ça le problème. Et puis donc j'ai parlé aussi d'un troisième degré tout à l'heure, que j'appelle l'irresponsabilité. Il y a des gens qui sont irresponsables, c'est-à-dire qu'ils font du tort, c'est pas leur problème, ils ressentent rien. Ces gens-là, bien sûr, sont dangereux, évidemment. Et j'espère encore une fois que vous n'en faites pas partie. Parce que c'est plutôt un signe inquiétant en termes de sociabilité, de développement psychologique, personnel et spirituel. Mais voilà, tout ça pour dire que la responsabilité, c'est vraiment une question d'équilibre subtil. C'est-à-dire, il n'y a pas, moi je vais vous donner plein de trucs, des conseils, des outils, des clés, des exemples, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, vous allez ressentir une culpabilité chez vous ou en vous, et vous allez vous dire, mais vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Ça va vous demander un petit peu de pratique. Bon, là, on n'a pas le temps de pratiquer, c'est juste une conférence, mais déjà, si vous pouvez avoir les clés, les outils, la boîte et le mode d'emploi, c'est déjà ça de prise sur l'ennemi, j'ai envie de dire. Ça va? Tout le monde suit pour l'instant? La digestion est commencée? Bonne nuit. Alors, pour mettre un peu de pratique quand même dans cette histoire-là, ce que je vous propose, c'est de vous raconter une histoire. Parce que les histoires, en fait, c'est la seule chose qu'on retient dans une conférence. Les anecdotes et les histoires. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est une histoire de fou. Ça tombe bien. Donc c'est une histoire de fou et en même temps ça va être un exercice que vous pouvez faire si vous le voulez, si vous voulez vous amuser à essayer de rentrer un petit peu là-dedans. Donc je vais vous raconter une histoire avec 10 personnages. 10 personnages. Vous notez juste les personnages et votre mission, si vous l'acceptez, va consister à évaluer le degré de culpabilité de chacun des personnages. De 1, le plus coupable, à 10, le moins coupable. Facile, non? Et je vous donnerai après mon avis, si ça vous intéresse, et surtout comment je suis arrivé à les classer. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pas seulement le résultat de savoir si on s'est trompé ou pas, ça c'est toujours intéressant. Et au passage, bien sûr, vous imaginez que si je vous fais faire cet exercice, c'est que c'est un exercice qui est tiré de mon stage sur la culpabilité, premièrement, et deuxièmement, c'est pour vous faire comprendre, encore une fois, ce que je disais à l'instant, à savoir que c'est pas si évident que ça, vous allez voir par moments, c'est à s'arracher les cheveux. Ok? Vous êtes prêts? On y va. Donc l'histoire se passe dans une petite ville de province. C'est une histoire qui est connue, je l'ai un peu détournée pour les besoins de la cause. Donc, dans cette petite ville de province, une très belle femme se sent délaissée par son mari. Son mari, en fait, c'est un chef d'entreprise qui voyage beaucoup pour ses affaires à l'étranger. Elle a 3 enfants, cette femme, âgés de 10, 13 et 16 ans, qui lui rendent la vie impossible. Sale gosse. Un soir, elle va rejoindre son amant, avec lequel elle passe une partie de la nuit, sans doute pour jouer au Scrabble. Sauf que, évidemment, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Donc, vers 6 h du matin, elle décide de rentrer chez elle,
parce qu'elle sait quand même que son mari va rentrer vers 7 ou plus probablement 8 heures du matin. Donc ça commence à craindre un peu. Sauf qu'en voulant traverser le seul pont qui enjambe le fleuve, enfin le fleuve c'est un grand torrent de montagne, on n'est pas loin de Grenoble, et donc elle voit sur ce pont un homme suspect et menaçant, un type bizarre, armé dans le poignard, et évidemment elle prend peur. Logique, non? Donc elle est un peu désemparée, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend le fleuve et elle trouve un passeur, parce qu'elle se rappelle qu'il y a un passeur un peu plus loin. Donc elle lui demande de bien vouloir la faire passer de l'autre côté du torrent, bien sûr, sauf que, évidemment, elle a oublié son argent. Ah, c'est bête, hein? Donc évidemment, le passeur, vous imaginez ce qu'il fait, il refuse de la faire traverser gratuitement, pas déconner, c'est son boulot quand même, hein? Business d'abord, sauf évidemment si elle accepte de passer à la casserole. Les hommes, c'est fantastique. Du coup, elle est un peu stressée, alors elle court chez son amie, en fait, qui est pas trop loin, en fait, et elle va lui demander de l'aide parce qu'elle sait qu'elle a un ami sur qui elle peut compter. Donc elle lui explique la situation, elle lui demande de l'aider, de l'accompagner, de faire quelque chose. Son ami la regarde, réveillée à 6 heures du matin. Tu m'as jamais cédé? Ça va pas la tête? Va voir ton amant. Et voilà, et il la renvoie à son amant. Alors là, le stress évidemment commence à monter parce que l'heure tourne, hein, au passage, vous avez noté, et vous pouvez noter les personnages au passage, je vois que vous êtes déjà pris dans l'histoire, c'est bien. Et donc elle retourne voir son amant, qu'elle le supplie de faire quelque chose, de l'aider, mon chéri, je t'aime, etc. Et l'amant lui dit, oh, ça craint pas, lui d'abord, de toute façon, il a fini son activité, donc il est en phase de recharge, hein. Vous savez, les hommes, c'est comme ça, c'est un fusil à un coup. Et donc, il lui dit, écoute, c'est pas grave, attends que le fou s'en aille ou soit repris, ça va se calmer, il n'y a pas mort d'homme. Et hop, il la fout dehors, gentiment, poliment, avec amour, et un peu de vaseline. Bon, alors elle commence, là le stress l'envahit, elle se rappelle quand même qu'elle a une sœur qui est un peu plus loin, en contrebas. Donc elle court chez sa sœur comme ça, parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et donc elle commence à flipper vraiment, elle tambourine à la porte de sa sœur, Daphné, t'es là, ouvre-moi. Mais personne ne répond. Alors c'est un peu énervant aussi cette histoire. Elle ne sait pas si la sœur est là ou pas. Est-ce qu'elle est absente? Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle lui fait la gueule parce qu'elles se sont disputées la semaine dernière? Donc vous savez, entre sœurs, il y a des rivalités, tout ça. Donc là, elle commence vraiment, elle commence de plus en plus à stresser. Puis d'un seul coup, elle voit des ouvriers qui courent pour aller à l'usine. Ils sont en retard manifestement. Ils vont travailler à la boîte du coin. Donc elle les arrête, elle leur crie, elle leur dit hey, aidez-moi. Voilà. Les ouvriers, ils la regardent. Mais il a l'air à moitié cinglé, celle-là. Ils continuent, bien sûr, leur chemin. Ils se dépêchent d'aller travailler à leur usine préférée. Et ils oublient complètement cette pauvre fille, quoi. Pas de sa faute, quoi. Donc là, elle est complètement terrorisée. Et à ce moment-là, il y a un chien menaçant qui arrive, la bave aux lèvres. Carrément de verret, comme ça. Imaginez un peu la scène. Donc elle est coincée entre le chien, le pont. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, allez, je tente le banco, tente le tout pour le tout. Elle traverse le pont en courant avec ses escarpins, vous voyez un peu, c'est pas terrible. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, le fou, il la voit passer, il la rattrape, il la poignarde, et il la tue. Fin de l'émission. Fin de l'exercice. Votre mission, je vous donne 1 minute pour évaluer, classer les personnages du plus coupable, 1 au moins coupable, 10. C'est parti. Amusez-vous à faire ça. Peu importe si vous avez classé les 10 ou pas, ce qui est intéressant, c'est que vous soyez dans une réflexion, c'est que vous soyez confronté à ça. Encore une fois, je vais vous donner ma réponse. Si elle ne vous plaît pas, ça n'a aucune importance. Par contre, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la réponse, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les choses apparaissent, c'est plutôt la réflexion que je vous propose de regarder, d'imprimer et peut-être après de vous approprier pour que vous ayez la même démarche. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'au lieu de réfléchir au cas par cas, on va réfléchir sur les critères de la culpabilité. Et les critères de la culpabilité, je vous les ai donnés. Mais vous n'écoutez pas. C'est quoi les 2 critères de la culpabilité? Jugement. Non, ça c'est les 2 natures. Responsabilité. Responsabilité et... Exactement, il y en a qui ont compris. Premier critère, c'est le critère objectif, c'est est-ce que vous avez fait du tort à quelqu'un? Est-ce que l'un des personnages a fait du tort à quelqu'un? Ça, c'est le premier critère. S'il n'y a pas de tort, s'il n'y a pas de préjudice, en général, il n'y a pas de plainte. En tout cas, elle n'est pas reçue, elle n'est pas recevable. Les policiers vous disent va jouer aux billes avec des cubes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, s'il y a un tort, il faut savoir est-ce que la personne qui a causé le tort est responsable? Parce que des fois, on peut avoir causé un tort sans être responsable, et inversement. On peut être responsable sans avoir causé un tort. Ça va?
Commencez à comprendre où je vous emmène? Super, il y en a qui comprennent vite. Donc, vous êtes évidemment coupable si et seulement si vous avez les deux critères. C'est-à-dire, 1, vous avez causé un tort à quelqu'un, et 2, vous êtes responsable de ce tort vis-à-vis de cette personne. C'est tout. Et c'est simple. Si vous êtes responsable, mais vous n'avez pas causé de tort à la personne, je pense que c'est évident pour vous que vous ne pouvez pas être coupable. Ou en tout cas, si vous vous sentez coupable, ça n'est pas justifié. Vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, justement, le jugement et l'émotion? Ce sont deux choses différentes. Donc on peut penser qu'on est coupable sans avoir l'émotion, on peut avoir une émotion sans qu'elle soit justifiée. C'est deux choses un peu différentes quand même si elles sont liées. Dans les autres cas, c'est pareil. Si vous avez fait du tort mais que vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable. Je vous donne un exemple que m'a donné une amie avocate qui a fait mon stage. Elle m'a dit si on m'avait enseigné ça à l'école de magistrat, j'aurais gagné à l'école de je sais pas quoi d'avocat, ça nous aurait fait gagner du temps. Moi, ça m'intéressait d'avoir des avocats parce que je me demandais comment ils réfléchissent pour analyser les choses. Ça revient à peu près au même, sauf qu'ils n'ont pas mis les pieds dans le plat. Donc elle m'a raconté l'histoire suivante. C'est un type qui sort de son garage, en fait, sa voiture avait un problème avec les freins, donc il a donné sa voiture à réparer à un garagiste. Ok, vous voyez un peu la situation classique. Il vient chercher sa voiture la semaine d'après, le garagiste lui dit c'est bon, j'ai réparé, elle est nickel, vous pouvez y aller. Il sort de chez lui, il est tout content, il commence à rouler, il y a un gamin qui traverse devant, qui déboule comme ça, un peu inopinément devant, sans passage clouté dans la rue, il freine, les freins ne répondent pas, il écrase le gamin. Qui est coupable? Le conducteur ou le garagiste? Le garagiste. C'est le garagiste qui a été condamné. Pourquoi? Parce que le type en fait qui sort qui récupère sa voiture, au moment où il roule, il ne sait pas que sa voiture n'a pas des freins, il n'est pas garagiste, il n'a pas les compétences pour les vérifier, il est obligé de faire confiance à un professionnel. Donc c'est le garagiste qui a été condamné, c'est lui qui n'a pas fait son travail. Et le conducteur n'a rien eu. Bien sûr, le conducteur, vous savez, si vous conduisez, vous êtes censé être maître de votre véhicule. D'accord? Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Si votre véhicule ne répond pas, si on vous donne un véhicule défectueux, si on vous ment, si on vous trompe, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des assurances précisément pour ces cas-là aussi. Donc ça, c'est très intéressant d'envisager tous les cas. Et bien sûr, le dernier cas, j'espère qu'on n'a pas besoin de l'évoquer, si vous n'avez pas causé de tort et que vous n'êtes pas responsable, normalement, vous ne devriez pas vous sentir coupable. Sauf que, vous allez voir, hein, si vous faites attention, que c'est jamais aussi simple que ça. Et je vous donnerai d'ailleurs des exemples où moi-même, je me suis fait avoir. Parce que nous nous faisons tous avoir. Parce que la culpabilité, c'est une drogue. La culpabilité, c'est une drogue. C'est une maladie, quelque part. Comme toutes les émotions négatives, d'ailleurs. Alors, on va regarder maintenant les critères de la responsabilité. Parce que là, ça a l'air à peu près simple, à peu près clair, mais encore une fois, dans le détail, c'est pas toujours aussi évident que ça. Donc moi, je me suis amusé à creuser ça, parce que j'aime bien aller dans le détail, et j'aime bien comprendre, et je me suis aperçu en fait que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il y a 3 critères de la responsabilité. 3 critères pour être vraiment, totalement, définitivement responsable de quelqu'un ou de quelque chose. Donc en plus, je vous ai concocté une espèce de petite formule magique très simple, comme ça vous ne devriez pas avoir de problème pour la mémoriser. Donc, premier critère, c'est ce que j'appelle le savoir. Donc le savoir, c'est quoi? C'est tout simplement savoir en fait qu'est-ce qui est en train de se passer. Par exemple, on va regarder l'histoire du fou. Qui est au courant que la femme est susceptible de se faire tuer? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Peut-être les gens qui sont au courant sont plus responsables que ceux qui ne sont pas au courant. Parce que si je ne suis pas au courant que quelqu'un est en danger, comment je peux l'aider? Compliqué quand même. Donc ça, c'est tout simplement l'information. En fait. On a ou on n'a pas l'information. Et la plupart du temps, c'est quand même un critère relativement objectif. Et dans l'histoire, c'est pas 100% objectif, mais quand même. Le deuxième critère, évidemment, c'est le devoir. Donc le devoir, c'est quoi? C'est devoir assister, aider, accompagner, prendre soin ou protéger la personne avec qui on est en relation ou dont on est responsable. Donc ça, c'est pas compliqué. En fait, c'est l'obligation, et cette obligation, elle peut être morale, juridique, familiale, professionnelle. Et on a tous des obligations.
La question, c'est quelles sont exactement nos obligations. Qu'est-ce qu'on a comme obligation quand on est professeur vis-à-vis d'un étudiant, par exemple? Et inversement, qu'est-ce qu'on a comme obligation quand on est étudiant vis-à-vis d'un professeur? Pareil entre parents et enfants. Pareil entre patron et salarié. Pareil entre médecin et patient, par exemple. Ou entre, je sais pas, entre recruteur et recruté. Pour prendre un autre exemple. Plus vous serez clair avec vos obligations, moins vous serez coupable. Ça paraît logique, non? Voilà. Et surtout, moins vous serez manipulé et manipulable. Et enfin, le troisième critère, c'est le pouvoir. Vous voyez, c'est facile à retenir, savoir, devoir, pouvoir. Encore une fois, moi j'aime bien les mots. Donc, pouvoir quoi? Pouvoir faire, pouvoir protéger, pouvoir agir, pouvoir intervenir. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné, ce conducteur dans sa voiture, est-ce qu'il a le pouvoir de freiner? Non. Est-ce qu'il a le pouvoir de faire quelque chose? Non. Sa voiture, ça y est, il est parti, on lui a dit qu'elle était bonne, elle n'est pas bonne, et on lui a dit que les freins étaient réparés, ils ne sont pas réparés, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. C'est pour ça qu'il n'a pas été condamné. Il n'a pas le pouvoir. Oui. Enfin, je suis d'accord que le garagiste il est coupable dans tous les cas, mais par rapport à ces critères-là, finalement, il avait que le devoir, le garagiste. Il était censé avoir l'obligation de réparer, mais sinon il savait qu'il avait le pouvoir de réparer. Donc il n'a pas été considéré comme responsable de la mort de l'enfant. En plus, l'enfant est mort. Dans un premier temps, c'est sur lui, évidemment, que la responsabilité a été mise. Et ses avocats ont fait remarquer à juste titre qu'il n'avait pas justement ces informations-là, il n'avait pas les moyens de faire autrement. Et donc la responsabilité a rejailli sur le garagiste qui n'avait pas fait son travail, qui lui avait le savoir. Il savait pas que l'enfant allait traverser. Mais quand on lui a donné la voiture, il savait que les freins n'étaient pas bons, qu'ils étaient défaillants. Il avait le devoir de les réparer et le pouvoir de le faire. Et il ne l'a pas fait. Oui, mais il n'avait ni le savoir que les freins ne marchaient pas, ni le pouvoir. Si. Le conducteur a donné sa voiture au garagiste en disant « Mes freins ne marchent pas, réparez-les ». C'était vraiment pour les freins. C'était ça et autre chose, mais c'était surtout ça. Donc c'est le garagiste qui a manqué à son devoir. Donc c'est sur lui que la responsabilité est retombée. Ouais. Ça va, ça? Vous voyez, c'est pas compliqué, en fait. Hein, c'est chaud. Hein. Vous pouvez déshabiller-vous, hein, faites quelque chose, je sais pas. Hein. Alors, maintenant, on va regarder ça personnage par personnage. Vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Donc, l'idée, c'est quoi? On commence par la femme. Hein, je reprends les personnages dans l'ordre d'arrivée de l'histoire. Est-ce qu'elle commet un tort à quelqu'un, en l'occurrence à elle-même? Puisqu'en fait, il s'agit de juger la mort de cette femme. Réponse? Oui. Quel est son degré de tort? Est-ce que c'est un petit, un moyen, un grand tort? Bon, comme je suis un homme, je ne peux pas entendre tout le monde en même temps. C'est une grande limite. C'est comme ça. Mais moi, je dirais que c'est un tort moyen. Ce n'est pas un grand tort. Le grand tort, évidemment, le tort absolu, c'est le fou. Ça, c'est le tort, on pourrait dire, maximal. Maintenant, c'est pas rien. Elle a quand même traversé le pont devant un fou avec un poignard en sachant exactement ce qu'elle risquait. C'est-à-dire qu'elle a mis sa vie en danger. Elle a pris le risque d'exposer sa vie à un meurtrier. Est-ce qu'elle est responsable, cette brave femme? Est-ce qu'elle a le savoir? Oui. Est-ce qu'elle a le devoir de protéger sa vie? Non? Qui a dit non? Il y a des fessées qui se perdent. Si vous n'avez pas le devoir de protéger votre vie, qui l'a? Si, bien sûr que si. Elle a le devoir de protéger sa vie comme n'importe lequel adulte d'entre nous. Les enfants, c'est un peu différent, bien sûr. Hein. Est-ce qu'elle a le pouvoir de protéger sa vie ou pas? La réponse, oui. Il suffit qu'elle ne traverse pas le pont. Donc, est-ce qu'elle est responsable? Réponse, oui. Donc ça vous donne déjà une idée de son degré de culpabilité. Il y en a qui ne vont pas aimer, mais c'est comme ça. Le mari, est-ce qu'il a commis un tort à sa femme, notamment par rapport à la mort de sa femme? Non. Pas vraiment. Je veux dire, le seul tort qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas être vraiment là, chez lui, puisqu'il est à droite, à gauche. Mais c'est très indirect. C'est indirect, ça n'a pas de rapport direct avec la mort de cette femme. Donc moi, j'aurais tendance à dire, pour ne pas rentrer dans les polémiques, je suis normand d'origine. Non, mais le point d'interrogation, ça veut dire c'est un degré léger, peut-être un peu, éventuellement chinoisant. Voilà. Ça permet voilà, entre les plus et les moins. Est-ce qu'il a le savoir que sa femme est sur un pont avec un fou? Non. Est-ce qu'il a le devoir de la protéger? Bah oui, quand même. Ça s'appelle. À ce moment-là. Si, le devoir, il est permanent. Par contre, il n'a pas l'information. Et est-ce qu'il a le pouvoir de la protéger, d'intervenir?
Non. Donc son degré de responsabilité est quasiment nul. En tout cas, on ne peut pas le considérer comme responsable de la mort de sa femme au moment où les choses se passent, puisqu'il n'a pas les 3 critères. Et il faut les 3 critères. Après, les enfants, est-ce qu'ils ont commis un tort, ces salmômes? Non. Bah, pas vraiment, hein. On peut pas, à moins de considérer que les enfants, ça doit être toujours... voilà, mais bon, dans ce cas-là, c'est pas la peine de faire des mômes. Hein. Est-ce qu'ils ont le pareil savoir, devoir et pouvoir? Est-ce qu'ils sont responsables de la mort de leur mère? Non, vous avez compris. Ok, donc je vais accélérer. L'amant, sympathique ce type. Est-ce qu'il a commis un tort vis-à-vis de sa femme? Oui. Mais non, bien sûr que non. Évidemment que oui. C'est quoi son tort à cet enfoiré? Il l'a renvoyé, il l'a pas aidé. Exactement, il l'a pas aidé. Ça s'appelle... voilà. Voilà. Alors j'ai mis qu'un seul plus parce que, c'est moins grave que ce que fait la femme de mettre directement sa vie en danger. Deuxièmement, au moment où elle vient le voir, elle n'est pas exactement en danger. Même si c'est un salopard, il a quand même raison. Il a quand même raison quand il lui dit qu'elle n'a qu'à attendre que le fou s'en aille ou soit repris. C'est une ordure, on est d'accord, mais il a raison dans le sens où si elle reste et qu'elle attend que le fou s'en aille ou soit repris, elle risque rien. Au mieux, elle sera mordue, mais ça, il ne le sait pas. Encore, parce que le chien est arrivé après. Donc, est-ce qu'il est responsable, cet enfoiré? Bah, un petit peu quand même. Un petit peu, en tout cas, plus que... il y en a qui... Je vois qu'il y en a qui ont envie de le charger. Est-ce qu'il a l'information partiellement? Oui. Le devoir, quand même, en tant qu'être humain? Oui. En tant qu'amant, un peu plus. Est-ce qu'il a le pouvoir de l'aider? Oui, c'est clair. Ok? Et on continue comme ça. Le fou, est-ce qu'il a commis un tort? Bah oui, hein, je pense que c'est clair pour tout le monde. C'est même lui qui a commis le plus de tort dans cette histoire. Maintenant, est-ce qu'il est responsable? Non, bien sûr que non. Parce que, il ne sait pas ce qu'il fait. 2, quel devoir il a quand on est fou, on n'est plus vraiment considéré comme faisant partie de la communauté humaine. Et est-ce qu'il peut s'empêcher de faire ce qu'il fait? Probablement non. Donc, dans tous les tribunaux du monde, les fous sont considérés comme irresponsables. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais condamnés. C'est pour ça que certains criminels se font passer pour fous. Comme ça, ils sont internés, mais pas condamnés. On considère qu'ils ne sont pas responsables. Pour être responsable, il faut être conscient et puissant, entre guillemets. On continue? Le passeur. Sympathique celui-là. Hein. Est-ce qu'il a commis un tort vis-à-vis de la femme? Bah oui, non, parce que là, il a refusé de... Moi, je dirais un peu. Quand même. Oui, mais c'est quoi son tort? De l'avoir refusé alors qu'il savait qu'elle était en danger. Non. Son tort, c'est qu'il refuse de la faire traverser gratuitement. Voilà. Et en plus, il profite de la situation pour essayer de la sauter. D'accord? Mais je veux dire, c'est son boulot de faire passer les gens, il n'est pas obligé de la faire traverser gratuitement. Oui. Je vous avais prévenu que des fois, ça ne plaît pas à tout le monde, mes histoires, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Est-ce qu'il est responsable? En partie, oui. Puisqu'il a l'information, elle lui raconte l'histoire. Par contre, il n'a pas le devoir, encore une fois, de la faire traverser. Mais il peut le faire. Et il ne le fait pas. Donc il a quand même une part de responsabilité dans cette histoire. Ok, l'ami. Bon, l'ami, on va aller vite parce que l'ami, c'est comme l'amant, quasiment, à mon avis. Des fois, je m'arrache les cheveux pour savoir lequel des deux est le plus dégueulasse. Mais bon. Voilà. La sœur. Bah, la sœur, on n'en sait rien, en fait. La sœur, c'est gros point d'interrogation. On ne sait même pas si elle est là. Si vous vous rappelez l'histoire telle que je vous l'ai racontée, on a un doute. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle refuse de l'écouter? Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle ronfle? Est-ce qu'elle fait autre chose avec un autre amant? Mystère. Peut-être t'as l'amant qui a... Ah, c'est peut-être le même. Tout s'explique. Après, on a les ouvriers. Bah, les ouvriers, on a vu un peu des cas similaires. Est-ce qu'ils ont un tort? Oui, ils auraient pu l'aider. En plus, c'est facile. En plus, ils voient bien qu'elle est complètement excitée, cette pauvre femme. Bon, après, au niveau des informations, est-ce qu'ils ont vu son état émotionnel? J'essaie de raconter, de faire comprendre qu'ils n'étaient pas forcément convaincus par son discours. Après, est-ce qu'ils ont le devoir de l'aider? Oui, mais jusqu'où? C'est pas forcément évident. En tout cas, ils sont probablement moins, engagés que, par exemple, l'ami et l'amant. Hein, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Par contre, c'est clair qu'ils pouvaient le faire et peut-être encore plus facilement que les autres. Parce qu'en plus, ils sont un groupe. Donc là, je n'ai pas mis un plus, mais je devrais mettre un plus gros plus, vous voyez, pour essayer de nuancer tout ça. Et le kleps, le kleps, c'est très bien. Est-ce qu'il fait un tort? Oui, on peut dire son tort, c'est... Voilà. Non, il n'a pas mordu, il a aboyé. Voilà, il fait peur. Donc on peut considérer ça comme un petit tort. Voilà.
Par contre, est-ce qu'il est responsable? Évidemment, vous l'avez compris, non. Il n'a pas l'information, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'a aucun devoir vis-à-vis de la femme et il n'a pas le pouvoir. En plus, s'il bave, il a peut-être la rage, enfin, on n'en sait rien. Moralité de l'histoire. Voilà le classement définitif, la vérité selon Patrice Strass. Plus coupable, la femme. Deuxième coupable, l'amant. À égalité avec l'ami, quasiment. Alors, j'aurais tendance à mettre l'amant en 2, mais bon, si vous mettez, vous inversez, ça n'a aucune importance. Encore une fois, ce qui compte, c'est pas d'avoir les bonnes notes, c'est d'avoir le bon raisonnement. Après, on peut mettre les ouvriers quand même. Le passeur un petit peu en dessous, parce que lui, encore une fois, il est professionnel, il n'est pas obligé de travailler gratuitement. Et puis après, on peut mettre le mari quand même, qui est un peu éloigné. La sœur, on ne sait pas trop, je ne sais pas trop quoi en faire d'ailleurs de cette sœur. Je pense que je vais la virer un jour. Et puis après, bien sûr, on a les enfants, le fou et à la fin, le chien. Ça va? Donc, voilà ce que ça donne en fait. Si vous voulez avoir une vision complète, c'est à prendre par cœur pour demain, 5 heures à jeun. J'en interrogerai certaines d'entre vous. Vous pouvez prendre une photo si vous voulez, c'est gratuit, profitez-en. Donc encore une fois, ce qui compte, c'est pas d'avoir les bonnes réponses, c'est d'avoir la bonne démarche. La démarche, c'est celle que j'ai essayé de vous montrer de façon un peu ludique, c'est de vous poser les bonnes questions. Et les deux questions, vous avez vu, elles sont très simples. Qui a fait du tort? Quel degré? Qui est responsable? Quel degré? Et c'est tout. Et si vous avez les deux critères, vous avez une culpabilité justifiée, qu'elle soit juridique ou psychologique. Et c'est tout. Voilà. C'est vachement intéressant, très très dur. C'est vrai que c'est bien pour les avocats, c'est pour les avocats. Oui, bien sûr. Alors, 2 minutes sur l'irresponsabilité. Donc, qu'est-ce que c'est que l'irresponsabilité? En fait, c'est aussi 2 choses différentes quand on regarde bien cette histoire-là. La premièrement, c'est ce que j'appelle l'absence de responsabilité. C'est même la définition, on pourrait dire presque légale en fait, ou officielle de l'irresponsabilité. Mais, encore une fois, ça joue sur les 2 plans. C'est-à-dire que ça peut jouer à la fois comme émotion et comme jugement. On peut être déclaré irresponsable, notamment un fou dans un tribunal, et on peut se sentir irresponsable. Et encore une fois, ce sont 2 choses qui sont déconnectées. Donc on peut très bien être coupable, déclaré coupable, sans se sentir coupable. Ça va, tout le monde suit? Je sens un peu de remous dans la salle. J'ai découvert par exemple une statistique totalement hallucinante. 98% des grands criminels américains interrogés se déclarent quasiment irresponsables. Les gens qui ont tué, volé, violé, des trucs graves, eh ben, ils trouvent toujours des explications, des justifications. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est la faute des anges. Intéressant ça. Donc ça veut dire qu'encore une fois, il n'y a pas de lien direct entre une condamnation objective. D'abord, les juges peuvent se tromper aussi, hein. Attention, hein. Les erreurs de jugement, ça existe aussi, hein. Et puis, encore une fois, l'émotion qu'on ressent, qui est complètement personnelle et subjective. Alors, qui est irresponsable? On a quand même vu un certain nombre de catégories de personnages, à défaut de personnes. D'abord, les animaux. A priori, un animal n'est pas responsable, c'est son maître qui l'est, en principe. Dans la plupart des pays. Les fous, bien sûr, j'en ai parlé également. Plus on est fou, moins on est conscient, moins on est responsable. Bien sûr, les délinquants, eux, ils ne veulent pas être responsables. Ils ne se sentent pas responsables. Pas tout à fait pareil. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas grave, ouais. Voilà. Après, on a les enfants. Alors, les enfants, c'est un cas intéressant parce que les enfants, ils ne sont pas complètement irresponsables non plus. Ils sont plus ou moins responsables. En principe, on peut considérer qu'un bébé est irresponsable à 100%. Par contre, plus on grandit, ce qui est votre cas, plus on l'est. À un moment donné, alors après, ça dépend des pays, ça dépend des lois. Ça peut être 18 ans dans un pays, ça peut être 16 ans pour certains crimes ou délits. Mais à partir d'un certain seuil, on peut être considéré par la loi comme responsable. Maintenant, psychologiquement, ça augmente. Je veux dire, un gamin, il fait une connerie, il s'en rend compte, quoi. Le boulot des parents, c'est quand même de lui faire prendre conscience de ça. Donc c'est plus ou moins. Et puis, il y a un cas intéressant qu'on m'a aussi soulevé, c'est le cas des soldats. Par exemple, vous avez vu ce film extraordinaire qui s'appelle Joyeux Noël, je crois. Oui. Okay, on voit des soldats allemands et français qui, à Noël, qui sympathisent et qui arrêtent de se tirer dessus. Voilà. Et vous savez comment ça a terminé, cette histoire? Les soldats français ont été fusillés. Ça veut dire qu'en fait, à l'armée, c'est comme on parlait tout à l'heure, c'est comme en prison, le code est complètement inversé.
Ça veut dire que non seulement les soldats qui tuent, on les punit pas, mais s'ils ne refusent de tuer, c'est là qu'on va les punir. C'est le monde à l'envers. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont des fonctions entre guillemets un peu violentes officielles, mais c'est vrai pour les soldats, les policiers, les CRS, tous ces gens-là, à part peut-être si un CRS un peu particulier, ami d'un certain individu très haut placé dans la société française, décide de prendre l'initiative de tabasser quelqu'un, mais à part des cas un peu comme ça, normalement, un CRS, quand il tape, il n'est jamais condamné. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui tape parce que ta tête me plaît pas, c'est parce que mon chef m'a dit tu tapes dans le premier qui est devant toi, et badaboum. C'est son métier, c'est une fonction. Je précise bien hein, la nuance par rapport au cas que j'ai évoqué. Voilà, donc ça c'est des cas, il y en a certainement d'autres, mais encore une fois, le but du jeu, c'est pas de tout voir, c'est juste de balayer en fait un petit peu les choses. Alors, on va revenir sur la culpabilité, parce que je voudrais peut-être vous aider aussi à y voir encore un peu plus clair là-dedans. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur des questions qu'on me pose depuis que j'ai commencé à faire ce stage. Est-ce que la culpabilité est universelle? Eh bien, la réponse c'est oui, bien sûr. La culpabilité est universelle. Elle n'est pas seulement française ou occidentale ou judéo-chrétienne, comme je l'entends des fois. C'est vrai qu'il y a un lien, mais c'est pas la culpabilité, c'est une émotion, elle est partout. Darwin, vous avez entendu parler de Darwin, hein, l'évolution. Ben, il n'a pas fait que ça, il s'est aussi intéressé aux émotions. Et il a regardé partout dans le monde, en fait, comment les gens exprimaient leurs émotions. Et il est arrivé à la conclusion, qui a été validée beaucoup plus tard par Paul Ekman, que les émotions étaient non seulement universelles, mais surtout exprimées de façon universelle. Donc c'est universel. Est-ce que c'est naturel? Bah oui, c'est naturel, puisque c'est une émotion. Une émotion, par définition, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est généré par notre cœur symbolique. Donc il y a quelque chose, en tout cas, de naturel dans cette émotion particulière. Est-ce que c'est culturel? C'est ça la question piège. Oui ou non? Eh bien la réponse est oui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est naturel que ça n'est pas culturel. C'est les deux en fait. C'est et naturel et culturel. Et la culture, on va le voir après, la société, la religion, le droit, la loi, enfin tout ça, va rajouter des couches ou des moyens, des contextes pour nous culpabiliser plus ou moins. J'ai appris par exemple par une amie japonaise, apparemment au Japon, il n'y a pas beaucoup de culpabilité. C'est plutôt la honte. C'est honneur et honte, c'est une autre logique. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Quelle est la différence entre la culpabilité et la honte? Il n'y a pas beaucoup de différence parce que des fois, nous, en fait, les Français, on utilise un mot pour l'autre. Donc c'est un peu difficile de bien distinguer les deux. Ce que je crois avoir compris, c'est que la culpabilité, c'est par rapport à ce qu'on fait. La honte, c'est par rapport à ce qu'on est. J'ai honte de ce que je suis, mais je me sens coupable de ce que j'ai fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième distinction que j'ai découverte aussi, c'est que la honte, ça a plus un rapport à voir avec la saleté, avec la souillure. Fais des choses pas catholiques. Alors que la culpabilité, c'est plus faire du tort, faire souffrir quelqu'un, détruire un préjudice. Mais bon, c'est des subtilités, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça. Est-ce que la culpabilité est rationnelle? Réponse, non, elle n'est pas rationnelle. On peut la rationaliser, c'est ce qu'on a fait dans l'exercice. Mais c'est une émotion. Cette émotion, elle a sa propre logique, comme disait Descartes, le cœur a ses raisons que les raisons ignorent. Est-ce qu'elle est justifiée? Ça, c'est la grande question que vous devez vous poser quand vous culpabilisez, bien sûr. Est-ce que votre culpabilité est justifiée ou pas? Est-ce qu'elle est consciente? Réponse, non. Moi, je me rappelle, en fait, j'ai eu un épisode assez violent avec un patron qui ne voulait pas me payer. En fait, je travaillais dans un cabinet de recrutement, il ne voulait pas me payer, j'avais fait un recrutement, j'avais fait tout nickel, voilà, impeccable. J'avais recruté, j'étais consultant en recrutement, donc je vendais du recrutement et je recrutais derrière. J'étais payé, je crois que c'était 33% du salaire annuel brut. Enfin bref, voilà. J'ai fait mon travail, le candidat était fourni, voilà, tout était bien fait. Et au moment d'être payé, sur mon bulletin de paye, rien du tout. Donc je suis allé voir mon patron, et je me suis étonné quand même. Je lui ai demandé comment ça se faisait que je n'étais pas payé, j'avais besoin d'argent. Et il m'a envoyé royalement balader pour être poli. Et ça ne m'a pas plu, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les prud'hommes. Je ne vais pas appeler les prud'hommes, je dis n'importe quoi. J'ai appelé l'inspection du travail. J'ai dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, ils ne m'ont pas vraiment répondu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'inspection du travail? Ils ont déboulé dans la boîte le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus. Donc ça a été la guerre totale. En plus, c'était au moment de la guerre du Golfe. C'était la tension montée des deux côtés, à la télé et dans la boîte. Et évidemment, quand ils sont arrivés, l'inspection du travail a découvert que ce type était dans l'illégalité absolue. Il n'avait pas le droit de travailler, il n'était pas patron. Enfin, c'était une horreur. Donc ça a été un champ de mine. 3 jours après, j'arrive dans le bureau, le téléphone avait été jeté contre le mur, fracassé en 1000 morceaux. Le fichier sur lequel je travaillais disparu, c'était l'horreur. Donc j'ai attaqué au prud'homme et j'ai gagné, bien entendu.
Et puis, une fois que j'ai gagné, en fait, j'ai gagné 66 000 francs, je crois. Bon. J'étais content de moi. Je suis rentré, j'ai pris le métro. Je me suis fracassé le genou sur le métro. Et là, je suis rentré chez moi, je me suis mis à chialer comme un môme. Et là, j'ai ressenti quoi? La culpabilité, qui avait été escamotée par la colère. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire-là. C'est que des fois, en fait, une émotion, vous savez, ça peut en cacher une autre. Donc des fois, on peut avoir de la culpabilité sans en avoir forcément conscience. Méfiez-vous de ça. Est-ce qu'elle est saine? J'ai envie de dire, elle est saine si et seulement si elle est justifiée. Sinon, elle est malsaine. C'est ça le truc à retenir de l'histoire. Alors, quelques conséquences de la culpabilité. Vous les connaissez, mais c'est peut-être pas inutile de les rappeler. La première, évidemment, c'est que vous allez avoir moins de tout, en fait. La culpabilité, ça amoindrit, comme la plupart des émotions négatives, hein, c'est pas très original. Quand vous êtes dans la culpabilité, vous avez moins de plaisir. C'est bête et méchant, mais c'est tellement évident qu'il faut peut-être le rappeler. Moins de joie aussi, parce que vous ne pouvez pas ressentir deux émotions légèrement opposées en même temps. En tout cas, il y en a une qui va amoindrir, c'est comme un nuage avec le soleil. Plus vous avez des nuages, moins vous avez de soleil. Vous avez moins d'amour, parce que si vous êtes dans la culpabilité, contrairement à ce que peut-être vous croyez, ou on vous fait croire, vous n'êtes pas dans l'amour. L'amour, c'est le fait de s'intéresser à l'autre. On verra que dans la culpabilité, il y a une forme d'ego. Donc le contraire de l'amour. Vous êtes moins dans la communication parce qu'en fait, la culpabilité, c'est une émotion écran qui fait écran entre vous et l'autre. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne permet pas de bien communiquer. Sauf si elle est clarifiée, assumée, etc. Moins de santé. J'ai plein d'exemples de gens qui sont tombés malades à cause de la culpabilité répétée, chronique, intégrée. Et voilà, ça finit par rendre les gens complètement malades. Donc débarrassez-vous de ce poison. Je connaissais, excusez-moi, un exemple, un type qui avait un étudiant, en fait, un élève du lycée de Deauville où j'étais, qui avait écrasé quelqu'un en voiture. Il a eu son permis, 18 ans, et 18 ans et 3 mois, il roule, il écrase quelqu'un. Et bien il était malade en fait. Voilà. Un an après, il était toujours malade, chroniquement malade, parce qu'il n'arrivait pas à se débarrasser de cette culpabilité. Et c'est tout à fait compréhensible. Moins de bonheur, parce que je ne pense pas qu'on puisse être vraiment heureux, coupable, ça me paraît un peu incompatible. Moins d'efficacité, ça c'est le côté business. L'efficacité, c'est quoi? C'est le rapport entre l'énergie investie et le résultat obtenu. Vous voyez bien que, enfin vous imaginez bien, vous sentez bien, j'espère, que la culpabilité, c'est une émotion, donc c'est une énergie. Mais une énergie négative. Donc ça vous prend de l'énergie, ça diminue votre énergie. Ça vous prend du temps aussi, parce que tout le temps, vous passez à ruminer. Pourquoi j'ai pas fait ci, j'aurais pas dû, et blablabla. Pendant tout ce temps-là, eh ben, vous n'êtes pas dans l'action. Vous n'êtes pas dans la vie, vous n'êtes pas dans le présent. Moins de liberté, parce que par définition, quand on est coupable, on est déjà un peu prisonnier. Prisonnier d'une émotion, prisonnier d'un jugement. On a moins de pouvoir, mais dans le bon sens du terme pouvoir, le pouvoir d'agir, le pouvoir de faire, le pouvoir d'aller de l'avant. Et puis surtout, on a moins d'énergie, je l'ai déjà dit, mais je me répète, parce que c'est, encore une fois, les émotions sont des énergies, positives ou négatives, selon le cas, bien entendu. Et puis après, dans les entreprises, quand on communique, quand on agit, on a envie d'avoir un impact. Et quand on est dans la culpabilité, encore une fois, on a moins d'impact sur les autres qu'on pourrait ou qu'on voudrait en avoir. Alors, je vais parler maintenant de la culpabilisation. Je vais aller un peu plus vite parce que, comme on a pas mal balisé en fait ce que c'était que la culpabilité, vous allez comprendre assez facilement en quoi consiste la culpabilisation. Donc la culpabilisation, c'est une manipulation. C'est-à-dire que quelqu'un essaye d'agir sur vous, si c'est vous qui culpabilisez, pourquoi ? Pour obtenir quelque chose. C'est tout simplement ça qu'il faut retenir. Donc, la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde peut culpabiliser tout le monde. Donc, dans la manipulation, en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a deux parties. Il y a le manipulateur et le manipulé, mais quelque part, pour qu'il y ait manipulation, il faut que les deux soient d'accord. Il faut que les deux collaborent, en tout cas. Et ça, c'est intéressant parce que c'est là où vous allez peut-être pouvoir reprendre un peu de liberté, un peu de pouvoir. Donc, en premier lieu, bien sûr, c'est l'autre qui va tenter de vous manipuler, ou l'inverse si c'est vous qui manipulez la personne, mais en deuxième lieu, l'autre va faire quelque chose, enfin, le manipulé va faire aussi quelque chose, ou défaire quelque chose. Et la question, bien sûr, qu'on m'a posée depuis presque 20 ans, c'est pourquoi ça continue de marcher, pourquoi on se fait tous avoir? Eh bien, la réponse, ça ne va pas vous plaire, mais c'est comme ça, c'est parce qu'il y a des bénéfices, on les verra après. On a des bénéfices à culpabiliser. Et si vous voulez vous sortir de cette saloperie, il faut lâcher, bien sûr, les bénéfices. Donc, bénéfice pour le manipulateur, c'est quoi? C'est tout simplement d'obtenir plus de n'importe quoi, plus de temps, plus d'argent, plus d'amour, plus d'énergie, plus de services.
Ah, tu pourrais quand même m'aider. Voilà, ok, bah, si ça marche, je vais obtenir de l'aide. C'est tout bête. Mais il y a un bénéfice aussi pour le culpabiliser. C'est quoi le bénéfice? Il se décharge de ses responsabilités. Ouais. Globalement, en fait, pour faire très simple et très court, pour l'instant, j'appelle ça se valoriser. C'est-à-dire quand vous culpabilisez, inconsciemment, indirectement, vous vous valorisez. Vous cherchez à vous valoriser. Peut-être c'est pas clair pour l'instant, mais ça n'a aucune importance, ça va le devenir dans quelques instants. Quelques secondes peut-être. Alors, peut-être on peut revenir sur cette histoire d'origine de la culpabilité, parce que ça c'est aussi une question que j'entends depuis 20 ans. Est-ce que la culpabilité vient de l'extérieur ou de l'intérieur? Moi, mon avis, évidemment, vous avez compris, c'est que ça vient des deux côtés. C'est-à-dire qu'en vérité, si vous réfléchissez bien, il y a vraiment culpabilisation et culpabilité que si quelque chose ou quelqu'un vous propose de culpabiliser et que vous acceptez ça. Après, on peut le faire tout seul. On peut culpabiliser tout seul. Des fois, on réfléchit, ah là là, j'aurais dû faire ça, ok. Mais d'où vient le j'aurais dû faire ça? Est-ce qu'il ne vient pas de l'extérieur? Donc c'est une espèce de collusion. Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Donc l'idée, c'est quoi? Vous avez deux personnes. Une personne qui veut obtenir quelque chose de l'autre. C'est le manipulateur, le culpabilisateur. Et puis il y a une proie, une victime, quelqu'un de gentil, sympathique, susceptible de culpabiliser. Les deux personnes se rencontrent et à partir du moment où elles acceptent le deal, entre guillemets, le deal crapuleux de la culpabilisation, il y a culpabilisation. C'est-à-dire acceptation, intériorisation du jugement de l'autre. Et à ce moment-là, il y a production de l'émotion. Le jugement vient souvent de l'extérieur ou de la tête, et après, il produit évidemment l'émotion qui est intériorisée. Encore une fois, plus ou moins consciente. Donc ça, c'est le schéma qu'il faut garder en tête, c'est quelqu'un vous tente de vous culpabiliser, c'est pas bien, t'aurais dû faire ça, pourquoi t'as pas fait ci, t'es méchant, et à un moment donné, vous allez accepter ça. Mais quand il y a culpabilisation pour la personne, par exemple, pour lui apprendre à prendre conscience de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle fait, Ah oui, bien sûr, oui. de ses actes. Là, du coup, c'est pas vraiment pour obtenir quelque chose de soi-même. Alors c'est toujours pour... Des parents avec des enfants petits, mais qui vont pas faire culpabiliser, mais qui vont dire c'est pas bien de faire ça parce que c'est dangereux. Oui, bien sûr. Mais il y a des culpabilisations légitimes. Il y a des culpabilisations légitimes parce qu'il y a des culpabilités légitimes. C'est-à-dire que, par exemple, si un enfant met la fourchette dans l'œil de sa sœur, j'espère que les parents vont intervenir et culpabiliser l'enfant. Tu vois, celui qui met la fourchette. Parce que si on le laisse faire, pour moi, ça s'appelle de la démission, ça s'appelle de l'irresponsabilité. Ça veut dire que l'enfant est tout puissant, effectivement, il ne faut pas laisser faire ça. Mais encore une fois, moi je me place surtout dans le cas où, d'après mes statistiques personnelles, 90% des culpabilités sont injustifiées. Je parle surtout de ça. Quand c'est justifié, en général, d'ailleurs, il n'y a pas de contestation. Vous faites une connerie, quelqu'un vous dit « t'as fait une connerie, ok, vous fermez votre gueule et puis c'est tout, quoi. » Et puis au mieux, vous vous excusez, et si vous êtes en avance sur votre âge, vous allez essayer de réparer. On fait tous des conneries, on fait tous des erreurs. Ça nous arrive de marcher. Moi, tout à l'heure, dans le train, j'ai marché sur les pieds de quelqu'un. Je n'ai pas fait exprès. Je me suis excusé. Après, elle accepte ou pas mes excuses. Je ne vais pas non plus lui brosser les chaussures. Tu vois, c'est pas grave non plus. Alors, 2 minutes rapidement sur les sources de la culpabilisation. Donc, vous les connaissez. En fait, je vais simplement les rappeler. Il y a 3 sources de la culpabilisation. Il y a d'une part ce que j'appelle la culture, en fait. Et dans la culture, il y a essentiellement l'aspect religieux ou spirituel. Et puis, dans les sociétés qui sont un peu moins religieuses ou spirituelles comme les nôtres, il y a tout ce qui est philosophie et droit. Et surtout le droit, puisque le droit, c'est quoi? C'est des règles à respecter. Donc, c'est l'équivalent de la morale, en fait. Si on réfléchit bien, c'est pas très, très différent. Simplement, la morale, c'est plus intériorisé, alors que les règles, j'ai envie de dire, juridiques, elles sont plus objectives. C'est tu dois faire ça ou ça. Tu dois rouler à 80 ou à 90. C'est tout. Il n'y a pas de bien ou mal, c'est juste tu as roulé à 81 km/h, boum, tu prends une prune et puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est quand même un peu du même ordre, c'est un peu de la même logique que tout ça. D'accord? Et comme par hasard, le droit et la philosophie, ça a été inventé en Grèce au moment où, comme par hasard, la religion dégringolait. Ça prouve bien qu'il y a une espèce de vase communicant entre ces énergies-là. Ça ne veut pas dire que dans les pays où il y a de la religion, il n'y a pas de droit. Mais il y a des pays où la religion, c'est le droit. De toute façon, ça va dans le même sens. Ensuite, il y a des institutions, c'est-à-dire des groupements humains.
Donc les institutions qui produisent de la culpabilité, c'est d'abord la famille, on en parlait, merci. Et encore une fois, peut-être à juste titre, parce que, encore une fois, certaines culpabilités sont légitimes. Après, il y a l'école. Parce que les professeurs, ils doivent aussi vous culpabiliser quand vous déconnez. Si vous ne faites pas votre boulot, leur travail, c'est de vous dire vous déconnez, quoi. C'est de vous engueuler, c'est de vous titiller, de vous influencer, de vous forcer à faire plus et mieux. C'est leur métier. Puis après, il y a l'entreprise. Vous allez travailler en entreprise, si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'avez pas déjà fait des stages. En entreprise aussi, vos cadres, vos chefs vont vous culpabiliser. Ils vont vous demander plus. C'est leur rôle. Et puis ça continue. Il y a l'église pour ceux qui y vont, ou ceux qui en ont une. Il y a l'État d'une façon générale, qui est une super institution, qui garantit un petit peu toutes les autres. Et puis il y a plein d'autres institutions, comme la justice, la police, etc. Tout ça étant imbriqué et plus ou moins cohérent. Donc toutes ces institutions nous forcent, nous poussent, créent des lois, des règles, des obligations, et donc forcément de la culpabilité. Et puis après, il y a une troisième source qu'on oublie toujours, c'est les personnes. Parce que, ok, il y a les institutions, il y a les règles, il y a les choses objectives, mais il y a aussi les gens. Le contact des gens va aussi nous faire en sorte qu'on sera plus ou moins, on va se sentir plus ou moins coupable. Évidemment, les premiers, c'est les parents. Ces salauds, dont le métier, c'est de frustrer leurs enfants. Donc les parents, entre parenthèses, il y en a qui se reconnaissent, c'est bien, mais vous n'êtes pas encore parents pour la plupart d'entre vous, les étudiants. Sachez une chose, c'est que les parents sont les personnes qui culpabilisent le plus. Ils ne vous le disent pas, moi je vous le dis parce que je le sais, ils culpabilisent sans arrêt. Vous verrez quand vous serez parents, c'est une mission tout simplement impossible. C'est une mission impossible. Je ne connais pas un seul parent qui ne m'a pas parlé de ses enfants en disant « Ah, j'y arrive pas, je me sens pas bien, j'aurais dû faire ça, mais arrête, merde !» Un jour, une femme est venue sur un plateau de télé, en fait, elle était désespérée, elle n'en pouvait plus que ses enfants, des adolescents français, parisiens, en plus, à l'horreur. Et elle leur a dit « Mais j'arrive plus à... Qu'est-ce que je dois faire ?» Et Boris Cyrulnik, en fait, qui était invité, il l'a regardé, et tranquillement, il lui a dit « Survivre, madame, survivre. Il n'y a rien à faire, il faut juste attendre que ça passe. T'es pas toute puissante. Tu peux pas, c'est comme ça. » Les aînés, parce que dans les familles, en général, il y a des frères et sœurs, et puis les aînés ont aussi un rôle qui nous influence. Moi, j'ai 2 frères et demi, je ne sais pas combien, des sœurs aussi dans les placards et tout ça. Surtout dans les placards, ça influence beaucoup. Les profs, bien sûr, les profs nous influencent. Entre parenthèses, j'espère que vous n'avez pas peur d'être influencé, parce que vous ne pouvez être influencé que dans la mesure où vous le voulez bien, dans la mesure où ça vous correspond, dans la mesure où ça vous intéresse. Donc pour moi, l'influence, elle est positive. Moi, je suis le résultat de tous les profs que j'ai rencontrés. Et je les remercie infiniment. Il y en a qui m'ont même sauvé la vie. Donc remerciez vos profs de temps en temps, bande de salopards. Les patrons, c'est la même chose en moins vrai, c'est-à-dire que les patrons, ils ont quand même un objectif un peu plus crapuleux, c'est d'obtenir de vous le maximum de jus de citron. Voilà, mais entre parenthèses, il y a quand même un intérêt pour vous, c'est que ça vous fait progresser, ça vous fait grandir, ça vous fait devenir pro, efficace, compétent. Donc c'est un deal. Après, c'est à vous de voir. Il y a des patrons aussi qui n'ont pas de cœur et qui pressent et qui détruisent. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus humains. Ça, c'est comme ça. C'est à vous de voir. Et puis, on a aussi, aujourd'hui, on vit dans une société médiatique. Donc les stars, je crois, ont un rôle important en fonction du message qu'ils montrent et tout ça. Enfin, voilà. Ils peuvent aussi nous culpabiliser, plus ou moins. Ce qu'on voit, les interviews, les rôles, les déclarations, tout ça nous influence, forcément. Forcément, ne serait-ce que par exemple, par rapport à cette histoire de ligne. On en parlait tout à l'heure, avant la conférence. Les femmes, par exemple, vous êtes atteintes d'une maladie grave. Ça s'appelle l'obsession pour sa ligne. S'il y en a qui ne sont pas atteintes de ça, elles lèvent la main. Je leur fais un chèque tout de suite. Ça, c'est une obsession occidentale, en fait, qu'il faut être comme ça. Bon, d'où ce truc est arrivé, j'en sais rien. C'est un gros délire. Probablement, ça vient des États-Unis. Les femmes, en fait, vous ne le savez pas, mais vous devez être grandes, minces, forte poitrine, ventre plat et je sais plus quoi. Et sourire gypse, évidemment. Ça s'appelle un homme. C'est le modèle américain. Vous faites ce que vous voulez, mais vous ne laissez pas manipuler, culpabiliser par des choses comme ça. Vous êtes ce que vous êtes. Il y a des femmes, il y a des rondes, des petites, des carrés, des cubiques. Et ok, vous êtes très bien comme ça. Vous n'avez pas besoin de ressembler à une autre. Imaginez un champ de tulipes. C'est beau un champ de tulipes? Non, c'est pas beau. Si, c'est beau, 30 secondes en photo, ok? Restez 1 heure à regarder un champ de tulipes. Vous allez vous emmerder, non? Pourquoi est-ce que les êtres humains devraient tous être pareils?
C'est complètement absurde et con. Votre beauté, c'est votre différence. Assumez-la. Vous n'avez pas besoin de ressembler aux autres, surtout pas aux stars. Alors, à qui profite le crime? C'est-à-dire pourquoi on se fait avoir par la culpabilité? Eh bien, mon avis, c'est que c'est ce qu'on appelle la TPI. Vous connaissez la TPI? C'est pas le tribunal pénal international, ça n'a rien à voir avec ça, c'est de la psychologie basique, c'est Freud qui a inventé ça. Ça veut dire la toute-puissance infantile. Freud a travaillé avec des enfants. Il a commencé dans un service de pédiatrie. Et il a été évidemment surpris, il a découvert, ouais merci, c'est gentil, on commence à cuire un peu, en tout cas moi. Et donc il a découvert Freud, que les bébés, en fait, quand ils sont dans le ventre de maman, on s'en rappelle pas vraiment, mais on a un vague souvenir, c'était quand même le pied, c'était quand même le paradis, on n'avait rien à foutre, on était nourris, logés, blanchis, c'était fantastique, en fait, il n'y a rien à faire, la vie est belle. On est éjecté, et hop, tu dégages, on arrive dans un monde où il fait froid, il fait faim, il fait seul, c'est la merde en fait, donc qu'est-ce qu'on fait? On chiale, on s'agite comme ça, on comprend même pas, il n'y a pas de mode d'emploi, on est éjecté dans ce monde de fou, c'est l'horreur. Mais quand même, le gamin, très vite, il comprend un truc, c'est que quand il chiale, maman arrive, poum, lolo, ou papa arrive, câlin, ou l'inverse, enfin, ce que vous voulez. Et en tout cas, l'intérêt de ça, c'est que l'enfant, petit à petit, il comprend tout simplement qu'au début, en tout cas, il est le centre de la vie familiale. Donc c'est le centre du monde. Et puis quand il veut un truc au début, en tout cas, après c'est de plus en plus moins vrai, mais ça se désagrège, ça se délite, ça se transforme, ça c'est le piège, c'est l'arnaque dans laquelle on est tous tombés. Il ne faut pas grandir. Mais en tout cas, au début, le bébé, il est servi comme un dieu, comme un roi, comme un prince. Puis petit à petit, ses prérogatives diminuent. Alors en principe, ça doit être contrebalancé par la liberté, par l'autonomie. Ce qu'on perd, on pourrait dire, en service, on le gagne en autonomie. Et ce que Freud a découvert, c'est ça qui est intéressant, c'est là-dessus que je voulais vous entraîner, c'est qu'on n'a jamais vraiment accepté de perdre le fait d'être le centre du monde, d'être servi comme un dieu et un prince. C'est ça la TPI, la toute-puissance infantile. C'est que dans notre tête, c'est comme si on était resté accroché à ça, au souvenir exaltant qu'on a juste à faire « et hop, le lolo arrive » ou le câlin, ou autre chose. Et voilà, et c'est comme si, ok, intellectuellement on le sait, on sait que bon, on est grand, on est adulte, il faut se lever, il faut aller demander un câlin, c'est chiant. Mais en fait, ça nous fait chier, en fait. On n'a pas vraiment renoncé à ça. C'est ça la TPI. Et bien la TPI, vous savez d'où ça vient? Ça vient de l'ego. Et qu'est-ce que c'est que l'ego? En fait, c'est le fait qu'on est accroché comme des malades à une image et un pseudo-pouvoir. C'est un pseudo-besoin, le besoin d'être important, le besoin de paraître. Et c'est parce qu'on est dans la TPI et qu'on est accroché à notre ego qu'on va culpabiliser. C'est ça le bénéfice. Je vous donne un exemple, une anecdote pour fixer ça rapidement. J'habitais à Rouen, donc c'est là où j'ai travaillé dans l'école de commerce dont je vous ai parlé. Je viens à Paris, je m'installe à Paris, et quand j'étais à Rouen, en fait, j'habitais dans une maison au premier étage d'un pavillon. Et donc c'était, comment dire, la propriétaire s'appelait Fabienne, et elle était au rez-de-chaussée. Elle était très sympa d'ailleurs, et elle m'invitait régulièrement à parler, à discuter, à boire le coup, tout ça. Moi j'étais un peu méfiant, je voulais bien séparer, voilà, les propriétaires, voilà. Vous savez, c'est tchoum. Bon, ça se passait très bien, et puis j'ai déménagé, je suis allé à Paris, tout ça. Et au bout de 3 mois, je suis arrivé à Paris, 3 ou 4 mois, je ne sais plus, je reçois un coup de fil, non pas de Fabienne, mais de son mari, ou de son copain. Et il me dit, voilà, Fabienne s'est suicidée. Ouais. Et là, je me dis, merde, je le savais, j'aurais su, j'aurais dû, j'aurais pas, pourquoi j'ai pas fait, TPI. Heureusement, j'ai des amis psy, et un ami psy qui m'a dit, mais t'es con ou quoi? Tu savais rien du tout, tu pouvais rien faire. Vous vous rappelez, savoir, devoir et pouvoir? Il l'avait déjà compris intuitivement, il m'a dit, c'est du délire. Pourquoi tu penses que tu es au-dessus, au centre de sa vie? Le centre de sa vie, c'est elle, éventuellement son compagnon, mais pas toi. En plus, elle est à Rouen, toi tu es à Paris. Ça fait combien de mois que vous n'êtes plus en relation? 4 mois. Arrête de délirer, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. On culpabilise parce qu'on s'imagine qu'on est responsable de la vie ou du malheur des autres. C'est ça le piège. Et l'intérêt, c'est quoi? Ça nous donne de l'importance. C'est ça la drogue dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ça la drogue en fait qui est liée à l'ego. On a tous tellement souffert, tellement été maltraités, tellement été blessés, tellement été niés, tellement été écartés, que dès qu'on a un caramel d'importance qui nous est tendu, on arrive comme des malades, on saute dessus forcément, on est accro comme des bêtes. Et c'est ça qui nous piège en fait, c'est ça qui nous attache en fait à la culpabilité. Ça nous arrange, ça nous valorise inconsciemment, indirectement. Je vais vous raconter une dernière anecdote là-dessus. En fait, ça c'est une des anecdotes les plus étranges que j'ai vécues. Je vous ai dit, donc j'ai fait des stages pendant 10 ans et le dernier stage, un des derniers stages, il y avait une de mes étudiantes en fait
qui avait traîné son père par les cheveux dans le stage. Ça a été compliqué, elle n'a pas réussi du premier coup, et leur histoire était assez étonnante et assez triste en même temps, puisque je crois que c'était une vingtaine d'années avant, peut-être pas 20, mais peut-être 15, j'en sais rien, je me rappelle plus, ça fait un paquet de temps. Donc lui, en fait, hein, ils étaient toute la famille, ils étaient en train de rentrer le week-end. Vous imaginez la scène, papa conduit la voiture, normal, c'est l'homme. Hein. Maman à la place du mort, évidemment. Hein. Et les trois mômes derrière. Et ils roulent, ils discutent, il y a un camion qui leur rentre dedans. La mère meurt, les enfants à droite meurent. Devinez l'état du père. Culpabilité. Sauf que, évidemment, il y a eu une enquête de justice. Quand il y a des morts, il y a une enquête. L'enquête, elle a déterminé quoi? Est-ce qu'il était responsable ou pas, à votre avis? Non, il ne pouvait rien faire, il n'avait rien vu, il n'avait pas les moyens ni de voir, ni de parer, ni quoi que ce soit. C'est le camionneur qui a déconné. Et bien, sauf que 10 ou 15 ou 20 ans après, il continuait de s'en vouloir, et de s'empoisonner la vie, et d'empoisonner la vie de sa seule fille qui restait vivante. Au lieu de célébrer la vie qui était encore en lui, qui était encore en elle, qui était encore en eux deux, il a 15 ans là-dedans. Au bout de 2 jours, je l'ai torturé dans tous les sens. Au bout de 2 jours, il a enfin compris qu'il n'était pas coupable, que sa culpabilité n'était pas justifiée. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit exactement ça, comme ça. Je vais essayer de mimer sa tête. Ah merde alors, je suis pas coupable. Je vous jure, ça m'est resté. Merde alors, je suis pas coupable. C'est comme si je lui enlevais quelque chose. C'est fou, non? Merde, il vient là pour apprendre à être heureux, et je lui enlève son truc et il n'est pas content. Je me suis dit, mais on est tordus les êtres humains quand même, non? Des fois, bizarre, non? C'est ça l'ego en fait. Ça nous donne de l'importance. Alors, pour aller encore plus loin, les 4 types de relations. Ça, c'est pour bien comprendre comment fonctionne la manipulation. Pour moi, il y a 4 grandes formes de relations humaines. C'est-à-dire que la plupart du temps, on communique pour 2 raisons. Soit pour communiquer, puisque communiquer c'est un besoin, soit pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Et dans ce cas-là, la question c'est comment fait-on? Et pour moi, il y a 4 réponses. La première réponse, c'est imposer. C'est-à-dire que ça, vous avez des gens qui sont dans un rapport de force positif, et celui qui est dans un rapport de force positif peut imposer quelque chose à celui qui est en dessous. Donc c'est parents-enfants, professeurs-étudiants, patrons-salariés, médecins-soignants, recruteurs-recrutés, enfin vous voyez, toutes les positions objectives. Ça peut être tout simplement aussi dans la cour de récré, un grand fort avec un petit faible. Ça peut être aussi un rapport de force, par exemple, amoureux. Dans une relation amoureuse, le plus fort, c'est celui qui est le moins amoureux. D'accord? Si vous êtes moins amoureux que votre conjoint, vous êtes en position plus forte, parce que vous pouvez plus facilement dire bah, c'est pas grave. Plus vous êtes dépendant, plus vous êtes en position entre guillemets de faiblesse. J'aime pas ce mot-là, mais c'est juste pour illustrer les choses. Donc, il est clair que quand on est en position de force et que cette position est reconnue, acceptée par l'autre, on peut imposer des choses. Encore une fois, il y a des cas où c'est totalement justifié, des cas où ça ne l'est pas. Il y a des abus de pouvoir, bien sûr. Hein, il y a des abus, il y a des parents qui ne respectent pas leur rôle, il y a des patrons qui détruisent leurs salariés, il y a des professeurs, j'espère pas, enfin bon, voilà. Il y a des prêtres aussi, des fois, qui font des choses, enfin bref. Il y a des gens qui abusent de leur position de pouvoir. Voilà. Maintenant, le truc, c'est que plus on est en position de pouvoir et plus on culpabilise. Parce que si vous avez un jour du pouvoir, et vous en aurez forcément un jour, et vous en avez déjà, vous avez le pouvoir de dire oui et de dire non. C'est facile de dire non à quelqu'un qui vous demande un service? Non, c'est pas facile du tout. Tu peux me rendre un... Non. Tu peux m'aider à des... Non. Je peux te demander? Non. Non, non plus. C'est très difficile en fait de dire non. Ça veut dire prendre le risque d'un conflit, prendre le risque d'un jugement. C'est pour ça que je vous disais, les parents culpabilisent infiniment plus que les autres. Mais tous les gens qui sont en position dominante. Les patrons qui doivent licencier, par exemple, culpabilisent. En général, ils ne le font pas de gaieté de cœur, à part dans des cas très particuliers. Mais la plupart du temps, ils le font pour sauver la boîte. Et on dit, en général, ils coupent la branche un peu pourrie, parce que sinon, c'est tout l'arbre qui va mourir. C'est culpabilisant. Quand on recrute, on choisit une personne parmi 10, 20, 100 ou 1000. Ça veut dire qu'on va dire non à 10, 20, 100 ou 1000 personnes, pour en garder une seule. Est-ce qu'on peut assumer ça? Réfléchissez. Deuxième façon de communiquer, c'est l'inverse, c'est servir, se mettre au service de l'autre. C'est, pour faire simple, le côté, d'une certaine façon, c'est aussi le côté parent, ça peut être le côté psy, ça peut être tout simplement le côté salarié, en fait. C'est un peu l'inverse. On est au service de quelqu'un, ça peut être un client, ça peut être un patient, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est une autre façon de communiquer.
Évidemment, ça ne va pas générer le même type de relation. Troisième façon de communiquer, influencer. Là, c'est une relation d'égal à égal, ou en tout cas, dans cette relation, on ne fait pas appel à une position de force, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc là, ça c'est quoi? C'est demander, proposer et négocier. Et vous pouvez absolument tout, c'est ça la bonne nouvelle, je dis bien tout, proposer, demander et négocier avec tout le monde, tout le temps et tout de suite. Elle n'est pas belle la vie? La question c'est pourquoi vous ne le faites pas? Parce que j'ai découvert aussi, en travaillant là-dessus, que peu de gens utilisent ce canal-là. Ils préfèrent soit imposer, soit servir, soit, quatrième façon de communiquer, manipuler. Alors qu'est-ce que c'est que manipuler? Parce qu'on en a parlé, maintenant on va rentrer dans le détail. Manipuler, c'est quoi? C'est agir indirectement sur l'autre pour obtenir quelque chose à son insu ou contre son gré. Ça suppose soit le mensonge, soit l'omission, soit quelque chose d'indirect, soit une espèce de pression cachée, pas très claire. Donc il y a deux grandes façons de manipuler quelqu'un. Enfin, il y a plein de façons de culpabiliser, bien sûr, hein, mais c'est pas sur la culpabilisation. La première, c'est la culpabilisation. T'es méchante, maman, tu ne me donnes pas mon dessert préféré. Voilà. Ça, c'est direct, c'est simple. Il y a le chantage aussi. Tu fais ce que tu veux, ma chérie, mais si tu me quittes, moi, je me suicide. T'es vachement libre avec ça. Voilà. Et puis après, il y a des manipulations plus complexes, plus sournoises, plus subtiles. Par exemple, souvent, on dit que les vendeurs manipulent. Alors moi, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas d'avis ni pour ni contre, bien au contraire, mais simplement, si vous allez dans un magasin, par exemple, d'ordinateurs, vous tombez sur un vendeur d'ordinateurs qui veut vous vendre un ordinateur, il ne vous manipule pas. Il fait juste son boulot. Par contre, s'il vous ment, s'il essaye de vous vendre un ordinateur plutôt qu'un autre, parce qu'il a plus de marge sur celui-là que sur cet autre, là, c'est de la manipulation, parce qu'il a orienté, utilisé son savoir ou son savoir-faire pour vous inciter à faire ce qui l'intéresse lui, et non pas ce qui est dans votre intérêt à vous. Ça, c'est de la manipulation. Donc vous voyez bien que des fois, c'est pas si évident que ça, on peut tous être amenés à un moment donné à manipuler, et même des fois sans s'en rendre compte. Donc faites attention à ça. Posez-vous la question, dans ces 4 façons de communiquer, quelle est celle que vous utilisez le plus? Si vous avez le temps, essayez de mettre un pourcentage pour chacune. Le but, c'est de faire 100% avec les 4. Et réfléchissez. Et moi, je vous invite à utiliser surtout le canal du milieu. Parce qu'il a moins de conséquences négatives que les autres. Parce que la servir, j'en ai pas parlé, mais ça crée de la dépendance. Pas forcément une bonne chose non plus. Alors, comment ces 4 types de relations peuvent devenir toxiques? C'est très simple. Agresser ou dominer, c'est simplement un abus de pouvoir, j'en ai parlé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent leur force, qu'elle soit physique, psychologique, financière, religieuse, culturelle, juridique, professionnelle, pour imposer plus que de raison. Les abus de pouvoir, ça existe, ça a toujours existé, et malheureusement, ça risque d'exister encore assez longtemps. Deuxièmement, l'excès inverse, et c'est là où il y a culpabilisation, c'est dans la servitude, dans le service. Okay, les gens qui servent, en général, sont gentils, dévoués, adorables. Sauf que, ils ont tendance à faire quoi? De la victimisation. Ah, t'es méchante avec moi. Et ça, c'est de la culpabilisation. Ça, c'est une forme de manipulation. Ça, c'est pas forcément quelque chose de positif et d'épanouissant, ni pour l'un, ni pour l'autre. Si vous avez en face de vous des gens comme ça, méfiez-vous. C'est des gens qui vont vous faire payer d'une manière ou d'une autre. Après, dans la relation d'influence, qu'est-ce qu'il peut y avoir de négatif? Le grignotage. Qu'est-ce que c'est le grignotage? T'as pas 1 euro, oui. T'as pas 10 euros, t'as pas 50 euros. Voilà. Et si vous ne le savez pas, maintenant vous le saurez. Une fois que vous avez commencé à dire oui, c'est plus difficile de dire non après. Vous savez ça? Il y a des études qui montrent par exemple que des psys sont amusés à faire des milliers d'études. Je n'ai pas le temps de toutes les lister. Ils mettent des faux SDF, des étudiants en psychologie, et ils leur demandent de demander de l'argent à tous les passants. Alors soit ils ne demandent rien, soit ils demandent. Et dans la deuxième partie de l'exercice, avant de demander de l'argent, ils demandent quoi? Vous n'auriez pas l'heure, s'il vous plaît? Voilà. Et après, ils demandent de l'argent. Devinez quoi? Ils ont plus ou moins? Plus, bien sûr, forcément. Parce que déjà, ils ont créé une relation avec vous, ils ont déjà créé quelque chose, c'est plus difficile après. Donc ça, c'est des techniques de manipulation, il y en a plein d'autres. Il y a des techniques de présentation, par exemple. Quand il y a les soldes, on va avoir les soldes de Noël, quand il y a les coupes de football, vous avez les téléviseurs, vous voyez 2700 euros barrés 1700. Et vous vous dites, génial, si j'achète ça, je gagne 1000 euros. Vous savez très bien que la plupart du temps, c'est manipulé, c'est-à-dire c'est mensonger.
C'est-à-dire soit le prix n'est pas le vrai prix du téléviseur dans le magasin, c'est soit un prix il y a 10 000 ans, sauf que les prix ont tendance à baisser, donc ça prouve rien, soit il y a des gens carrément malhonnêtes qui ils prennent le prix du téléviseur, ils mettent un faux prix au-dessus et ils remettent le vrai prix en dessous. Et vous avez l'impression d'avoir gagné 1 000 €. C'est une manipulation basée sur le mensonge, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc attention, les grignoteurs, c'est un peu plus difficile à repérer parce que c'est du micro, en fait, du micro-travail quotidien. Et puis, les manipulateurs, manipuler, c'est presque déjà négatif, parce que ça sous-entend quand même, manipuler, c'est quoi? C'est prendre l'autre dans sa main, autrement dit, l'utiliser comme un objet. Autrement dit, ne pas respecter son libre arbitre, sa conscience. Donc c'est l'utiliser. Il y a des gens qui nous utilisent. Méfiez-vous. En général, là, je n'ai pas le temps de vous faire un topo là-dessus, mais ce que vous pouvez simplement vérifier, c'est que la plupart du temps, les manipulateurs ont des relations complètement déséquilibrées avec vous. C'est-à-dire c'est toujours à sens unique, quoi. Ils prennent, mais ils ne donnent pas. Ils vous demandent de l'aide, mais par contre, si vous leur demandez une fois un coup de main, comme par hasard, ils ne peuvent pas. Méfiez-vous de ces gens-là quand même. Alors, si ça vous intéresse, si vous avez encore un peu d'énergie, on peut aller un peu plus loin pour aller essayer de décortiquer comment vraiment ça se passe vraiment cette histoire de culpabilité. Et mon avis, c'est qu'il y a 4 façons, 2 fois 2, de faire du tort à quelqu'un. Parce qu'encore une fois, est-ce que la culpabilité est justifiée? Dans l'absolu, ça a l'air facile, puis dans le concret, quand on regarde tous les cas particuliers, vous avez vu avec l'histoire de fou, ça ne l'est pas forcément toujours autant. Donc, il y a 2 façons visibles et 2 façons invisibles. Il y a les actes et les paroles. Donc par exemple, une façon, j'ai envie de dire, visible d'agir négativement, c'est de tuer, de violer, c'est en gros tout ce qu'on voit à la télé, c'est la délinquance. Okay, là-dessus, vous n'avez pas tellement besoin de moi. Il y a aussi les paroles négatives, parce qu'on peut faire du tort aux gens avec des mots. Et certains psys disent qu'on peut faire plus de tort avec des mots qu'avec des coups parfois. Parce qu'une fessée, on peut l'oublier, mais un mot, il peut rester gravé toute la vie. Moi, je me rappelle, un jour, je me suis bagarré avec mon grand frère, et je lui ai donné un coup de chaise sur le nez. Voilà, il était plus grand que moi, plus fort, tout ça, donc j'avais le dessous. J'ai pris la chaise, boum, je lui ai filé un coup sur le nez. Voilà, et je m'en rappelle après. Et quand j'ai travaillé sur mes culpabilités, quand j'ai redécouvert ça, je me suis mis à chialer comme un môme. Et donc j'ai écrit une lettre pour m'excuser d'avoir fait ça. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ah bon? T'as fait ça? Je ne me rappelais même pas. Voilà, comme ça, terminé, plus de culpabilité. Tout ça pour dire que, voilà, des fois, il y a des choses, il y a des fessées, peut-être, qu'on oublie ou qu'on intègre. Par contre, les mots, bizarrement, ils ont le pouvoir de rester gravés très longtemps. Si un jour quelqu'un, un de vos parents, un de vos profs, un de vos frères et sœurs, vous a balancé un mot bien méchant, ou bien au milieu du cerveau, peut-être vous allez le garder toute votre vie. Parce que c'est comme ça, parce que quand on est enfant, on est accroché au regard des autres, on est dépendant du regard des autres. Donc méfiez-vous énormément des paroles. Et paroles négatives, en plus vous allez voir après, je vous en donnerai juste quelques-unes. Encore une fois, il n'y a pas d'exhaustivité là-dedans, mais vous allez voir qu'il y a plus d'occasions de faire du mal avec des mots qu'avec des gestes, bizarrement. Et puis les gestes en général, c'est assez facile à identifier, donc c'est peut-être plus facile de se protéger. Alors, la seule chose que vous pouvez aussi peut-être apprendre maintenant de moi, c'est quoi? C'est l'invisible. C'est-à-dire qu'on peut faire du tort en ne faisant rien, ou en ne disant rien du tout. Donc par exemple, si vous ne tenez pas votre parole, ok, eh ben vous allez faire du tort à quelqu'un. Pourtant, vous n'avez rien fait. Et justement, vous n'avez rien fait. Mais ça produit quand même un effet de frustration, de souffrance, de déception, de colère chez l'autre. Donc méfiez-vous de ça. Pareil pour les paroles. Il y a des paroles qu'on attend. Et du coup, si elles ne sont pas entendues, eh ben, ça fait souffrir la personne. Moi, j'interviens en management. Dans quasiment 100% des stages de management que j'anime, quasiment 100% des salariés se plaignent de quoi? De ne pas entendre quelles paroles de leur manager, des compliments, des félicitations, des encouragements et des remerciements. Voilà. Donc après, quand je fais des stages de manager, je les traite d'handicapés. Voilà, je les insulte carrément. Histoire de secouer un peu le cocotier, quoi. Après, il me dit, ah mais si on en fait, ok, combien par jour? Oh, je sais pas, 1 par semaine, ok, t'es un handicapé. Continue. Donc, on va rentrer dans le détail, juste énumérer ce qu'on peut faire par rapport aux personnes. Je vais aller vite parce qu'a priori, je ne pense pas que vous soyez des tueurs en série dans cet amphithéâtre. J'en ai pas repéré beaucoup, donc je ne pense pas que vous soyez concernés par ça. Par contre, on peut faire du tort sur les biens des personnes. Ça, c'est beaucoup plus facile. Oh, excusez-moi. Je vais vous remettre ça si vous voulez prendre le... Hop, toc, 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 toc. Si vous voulez prendre une photo ou simplement mémoriser.
Voilà, donc l'idée c'est qu'on peut évidemment, je sais pas, vous empruntez un ordinateur à quelqu'un, vous le rendez sale, eh ben, vous avez fait du tort. Inversement, dans le sens inverse. Prêtez un objet à quelqu'un, il vous le rend abîmé, détruit ou dégradé, c'est du tort. Voilà, c'est des petits détails, mais ça commence comme ça. Donc c'est intéressant d'être conscient de ça. En parlant, évidemment, il y a ce qu'on appelle les actes de parole. Donc les actes de parole, vous savez ce que c'est? C'est tout ce que je suis en train de passer derrière moi. C'est tout ce qu'on fait aux gens en parlant. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses. D'accord? Donc il y a des choses évidemment que vous ne faites pas. Par exemple, aujourd'hui, on ne maudit plus les gens. Maudits, vous serez tous maudits. Bon, ça c'est fini. Hein. Je ne crois pas que ça soit encore de notre culture. Mais ça existait. Le pouvoir des mots était très important. Enfin, ce n'est pas toujours les mêmes mots, ce n'est pas toujours les mêmes actes. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'on ne parle pas seulement pour décrire la vérité ou la réalité, on parle pour agir sur les gens. Quand vous parlez aux gens, vous agissez sur eux. Quand vous dites merci, vous créez quelque chose. Quand vous critiquez, quand vous remettez en question quelqu'un, vous agissez sur la personne. Ça produit un effet. Et la question, c'est est-ce que vous êtes conscient de ça ? Est-ce que vous êtes conscient de votre pouvoir, entre guillemets, positif ou négatif, mais parfois négatif? Ça, c'est intéressant. Et quand vous commencez à regarder ça, vous allez arriver forcément à la conclusion que tôt ou tard, un jour ou l'autre, vous avez blessé, déçu, frustré des gens autour de vous. Forcément, vous avez fait un peu de tout ça. Forcément. Tout le monde, moi aussi. Le but, c'est d'en faire le moins possible. De les repérer et de les réparer, bien sûr. Alors, comment on peut nuire en n'agissant pas? Ben, c'est très simple. Il suffit de ne pas faire quelque chose que les autres attendent de vous. C'est tout. Donc ça veut dire que vous vous rappelez la position de pouvoir qu'on a évoquée tout à l'heure? Dominer, voilà, positif, négatif. Ben, il suffit d'avoir un pouvoir, de faire quelque chose pour l'autre et de ne pas le faire. Pouvoir d'aider, pouvoir de donner et vous ne le donnez pas. C'est tout. C'est facile. Mais ça peut être aussi même dans la relation d'égalité. Encore une fois, la notion de service. Quelqu'un vous demande un service, vous ne lui donnez pas. Vous pourriez le faire. Vous pourriez encourager, féliciter quelqu'un, vous ne le faites pas. Si la personne attend ça, ça la fait souffrir. Et si vous êtes conscient qu'elle l'attend, bah vous êtes responsable. Parce que vous avez le savoir. Après, la question du devoir, elle est évidemment à négocier ou à vérifier relation par relation. Chacun définit les règles du jeu entre couple, entre amis, entre salariés, entre collègues d'une équipe. Et c'est intéressant que vous réfléchissiez à ça. Alors, on peut aussi nuire en ne parlant pas. Donc là, vous allez voir, il y en a beaucoup. Normalement, il y a 3 colonnes, si mes souvenirs sont bons. Vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire de façon silencieuse, sans rien faire, sans rien dire. Voilà. Vous pouvez. C'est incroyable, en fait. Donc, quand on arrive à la fin de cette conférence ou de cette formation, la plupart des gens disent, bah, finalement, on est tous, en fait, quelque part, à la fois victimes et bourreaux. On a tous été victimes, on a subi de la culpabilisation, mais on a tous aussi fait du tort aux autres. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de dire, moi, je suis bien, les autres sont méchants. C'est pas ça, c'est comment je peux prendre ma responsabilité pour faire moins de tort aux autres. Et surtout, empêcher les autres de m'en faire autant ou plus. C'est ça qui est intéressant. Alors, vous connaissez le slogan « responsable mais pas coupable ». Vous vous rappelez de ça? Hein, c'est un ministre, je crois, de la Santé qui avait trouvé ça. Évidemment, à l'aune de ce que je viens de dire, ça paraît complètement invraisemblable. Je veux dire, s'il est responsable et qu'il y a eu un tort, et je crois qu'il y a eu un tort, il y a quand même des milliers de personnes qui sont mortes, il est coupable. Sauf que, évidemment, l'intérêt quand on est politicien, c'est qu'on peut s'auto-amnistier. C'est génial. Fantastique, ça. Mais ça ne marche pas. Je veux dire, il ne suffit pas de déclarer les choses pour que ça fonctionne. Après, la justice, évidemment, c'est la justice des hommes et elle est souvent au service des puissants ou des groupes. Alors, comment on peut se déculpabiliser? Ça, c'est la question en fait, qu'on me pose souvent. La première chose, je l'ai dit pendant toute la conférence, je le répète bien sûr, c'est de vérifier encore et toujours, est-ce que la culpabilité que je ressens est justifiée ou non? C'est tellement simple et on ne le fait tellement pas, ou tellement pas souvent, ou tellement pas assez. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est d'arriver dans l'état que j'appelle la responsabilité, c'est-à-dire je ne suis responsable que des choses que j'ai vraiment faites, que des torts que j'ai vraiment commis. Je ne suis pas responsable des autres. Mais par contre, j'assume les torts que j'ai faits. C'est ça la responsabilité. C'est ni les responsabilités, ni la culpabilité au sens exagéré du terme.
la culpabilité psychologique, 9 fois sur 10, injustifiée. Donc, si vous n'êtes pas coupable de quelque chose, bah, la seule chose qu'il y a à faire, c'est pas à faire, c'est à défaire, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise sur le fait que vous imaginez ça. Et si vous êtes coupable, et ça arrive une fois sur 10 peut-être, et ben dans ce cas-là, on verra comment réparer. Et il y a des choses à faire par rapport à ça. Nous, en France, on est assez mauvais là-dessus. Je crois que les Américains sont meilleurs que nous. En fait, ils ont l'habitude, quand ils font des conneries, les gens importants, ils vont à la télé, puis ils racontent leurs bêtises, et ils s'excusent, et ils demandent publiquement... voilà, nous, on fait assez rarement ça. Je ne pense pas que les politiciens français font ça à la télé. J'ai jamais vu Fabius venir s'excuser. En général, ils disent « Ah, c'est pas moi, c'est les autres ». C'est pratique. Alors, quels sont les bénéfices de la culpabilité? On en a vu quelques-uns. C'est ça qu'il faut lâcher, bien sûr, pour se débarrasser de cette drogue. La bonne conscience. En fait, bizarrement, le fait d'être coupable, de se sentir coupable, c'est bien vu dans la société française. C'est bien vu, donc ça sous-entend que je suis quelqu'un de bien, quoi, que j'essaie de faire le bien, que je suis au service des autres. Alors qu'on a vu que ce n'est pas forcément le cas. Ensuite, il y a la tendance que j'ai déjà évoquée sur la victimisation. Ça, c'est un truc génial, ça. Enfin, en tout cas, c'est un rôle qui, malheureusement, est assez valorisé également, qui est associé aux plaintes, le fait de se plaindre. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est comme ça. On a vu que bizarrement, indirectement, implicitement ou inconsciemment, souvent, la personne qui se sent coupable se valorise. Elle se met au-dessus de la vie de l'autre, au centre de la vie de l'autre. Rappelez-vous que vous n'êtes pas au centre de la vie des autres. C'est l'autre qui est au centre de sa vie. C'est pas pareil. Vous faites quelque chose et l'autre, il l'interprète à sa façon. Ça aussi, là aussi, il y aurait un truc à faire là-dessus. La confusion des relations, la confusion des émotions. Moi, je passe mon temps, en fait, à rectifier, à remettre un peu les choses, à mon avis, entre guillemets, à leur place. Vous dites quelque chose à quelqu'un, la personne le prend mal. Okay, si ce que vous avez dit est neutre, c'est sa réaction qui est en cause. C'est pas ce que vous avez dit. Et inversement, les Toltecs disent ne prenez pas les choses de façon personnelle. Si vous connaissez les 4 accords Toltecs, vous savez de quoi je parle. Sinon, tant pis pour vous. C'est quoi ce bruit? Avoir raison. Bizarrement, les gens qui sont dans la culpabilité souvent cherchent à avoir raison. Comme le père là, de l'étudiante là, qui était venue, il ne voulait pas lâcher sa culpabilité, il était accroché à ça. Ça lui donnait une raison de je ne sais pas quoi, de vivre, de jouer son rôle. Des fois, il y a des gens qui font ça pour attirer de la pitié aussi. Encore une émotion négative, une émotion un peu écran, une émotion un peu dangereuse. Je vous conseille d'éviter ça. Et bizarrement, vous l'avez vu, peut-être vous l'avez compris, si on est dans la culpabilité, on n'est pas dans la responsabilité. Parce qu'on n'est pas dans la réparation, on n'est pas dans reprendre les choses. Le fait de s'apitoyer sur soi-même, comme diraient les Toltecs, c'est pas vraiment de la responsabilité, justement. Et puis bien sûr, la plupart des gens ne font rien. Les exemples que je vous ai donnés, les gens ne font rien. Simplement, ils ruminent. Pourquoi je n'ai pas fait ci et j'aurais dû et ceci, cela. Ça, c'est une maladie française quand même, hein, occidentale. Sans arrêt de ruminer le pourquoi du comment. Après, vous pouvez rajouter un autre bénéfice qui n'est pas là-dessus, c'est le perfectionnisme dont je parlais tout à l'heure. Le perfectionnisme, c'est une maladie. En tout cas, c'est la meilleure et la pire des choses. Mais d'une certaine façon, chez certaines personnes, c'est quoi le perfectionnisme? C'est une exigence irréaliste. Et quand c'est irréaliste, c'est maladif. Et pourquoi est-ce qu'on a des exigences irréalistes sur soi, sinon pour valoriser son ego? J'aurais dû faire ça. Mais non, tu n'aurais rien dû faire. Tu as fait ce que tu as fait. Faites toujours de votre mieux. Vous n'êtes pas supérieur à ce que vous avez fait dans le passé. Vous êtes la somme de tous vos actes. Si vous pensez que vous êtes mieux que ce que vous avez fait, faites mieux. Mais la prochaine fois. C'est trop facile de dire j'aurais dû, j'aurais pas su, si j'avais su, et blablabla. À l'époque, tu ne savais pas. Pourquoi mélanger le passé et le futur? C'est quoi ce délire? Non, vous êtes exactement tout ce que vous avez fait, point, barre, rien d'autre. Il n'y a rien à faire, rien à écrire, rien à changer. Votre vie est parfaite. Simplement, vous êtes des êtres humains. Alors, quelques techniques simples pour terminer, pour désamorcer la culpabilisation. Moi, je vous conseille d'éviter ces premières techniques. Vous pouvez les utiliser, mais en tout cas avec précaution et parcimonie. Pourquoi? Parce que de mon expérience, elles fonctionnent relativement peu et relativement mal. En tout cas, elles sont à éviter, d'après moi. D'abord, le fait de s'excuser, parce que si vous dites « c'est pas ma faute », ça sous-entend que c'est votre faute. Ou que ça pourrait l'être. Ou que vous pensez que je pense que ça devrait l'être. Si je vous dis, par exemple, moi je ne prends pas de drogue, ok, j'ai jamais pris de drogue, la cocaïne, machin, je sais pas quoi, héroïne, machin, je prends pas de drogue, j'ai pas de drogue chez moi, je pense pas à la drogue.
pensez quoi à la fin? Vous dites, c'est bizarre ce mec quand même, il en parle beaucoup, non? Eh bien c'est pareil pour ça. Qui s'excuse, s'accuse. Donc ne vous justifiez pas plus que de raison, surtout quand c'est injustifié. Ah, je ne savais pas. Ça, c'est une demi-bonne raison. Ça peut être vrai dans le côté savoir, devoir, pouvoir, vous vous rappelez? Mais ne vous accrochez pas à ça, parce que la façon de le dire, le ton de la voix, le contexte, c'est comme si en fait vous étiez déjà en train de vous défendre, vous êtes en train de vous recroqueviller sur vous-même. Vous n'êtes pas en train d'aller de l'avant, vous n'êtes pas en train de réparer. Je ne l'ai pas fait exprès. Ça, c'est la réponse des enfants, ça. C'est la réponse des gens irresponsables. Je n'ai pas fait exprès, donc ce n'est pas à moi de payer les conséquences. Si on était responsable que des choses dont on a l'intention, ben on ne serait jamais responsable. Ou rarement. Non, en droit, il y a le fait de l'intention, ça rajoute un degré de culpabilité supplémentaire. Mais ça ne change pas, ça n'enlève pas, ça ne transforme pas la culpabilité. Je ne le referai pas. Bon, ça, c'est déjà mieux, déjà, parce qu'il y a une projection dans l'avenir, dans le futur. Mais bon, ça peut être une façon de fuir aussi. Et puis aussi, ce que j'entends des fois, c'est « Ah, désolé ». Ok, mais c'est une façon de se défausser parfois. Donc, encore une fois, ces techniques-là peuvent être utiles, mais à utiliser, à mon avis, avec précaution. Après, c'est à vous de tester en fonction du contexte, de la personne, et puis de vos goûts aussi. C'est à cause des autres. Vous savez bien que par définition, quand vous faites quelque chose de mal, c'est toujours la faute des autres, notamment de vos parents. Si vous réussissez vos examens, c'est à cause de vous, mais si vous ratez, c'est à cause des profs. Vous êtes bien d'accord? C'est ça l'ego. Bref, à consommer avec modération. Moi, je vous conseille d'utiliser plutôt ces techniques-là que j'ai mis au point, explicitées, testées, fait tester par des dizaines, des centaines de personnes. Premièrement, fermez sa gueule. Quelqu'un essaye de vous culpabiliser. Ouais, quand même, t'aurais dû faire ça. Vous regardez et vous ne répondez pas. Si vous êtes doué, vous souriez. Et vous chantonnez une chanson dans votre tête pour ne pas être tenté de répondre, pour ne pas chercher à avoir raison. Normalement, la personne devrait reprendre ça comme un boomerang dans la tronche, ça va lui faire bizarre, elle n'aura pas de prise sur vous. Vous l'avez simplement mis de côté. Avec les manipulateurs, c'est la méthode la plus efficace. De mon point de vue. Hein. Deuxièmement, vous faites ce qu'on appelle de la confirmation. Quelqu'un vous dit « Ouais, t'es méchant. » Ok, c'est ton avis. Ok, c'est ton avis. Et vous ne discutez jamais. Ça ne sert à rien de discuter avec des gens malsains et tordus. Ils vont vous entraîner dans leur connerie. Je crois que c'est Einstein qui disait « Ne discutez pas avec un imbécile, il vous entraînerait à son niveau. » L'inverse, c'est pas mon avis. Quelqu'un vous dit « T'es nul. » Ok, c'est pas mon avis. Ça sert à rien. Ok, c'est pas mon avis. Terminé. À la niche, coucouche panier. Va voir ailleurs si je suis. Entre parenthèses, vous pouvez faire affirmation, confirmation dans un sens ou dans l'autre. Hein, c'est pas interdit. Acceptation. Ok. Ah, t'es vraiment con. Ok. Mais t'es d'accord? Non. Mais t'as le droit de le dire. C'est pas de ta faute. Si tu le penses, tant pis pour toi. C'est ton problème, c'est pas le mien. Jacques Chirac se fait insulter dans une campagne électorale. Enfoiré! Il se retourne et il dit « Enchanté, moi, c'est Jacques Chirac. » Vous connaissez cette histoire? Ça, c'est intéressant comme répartie. Au moins, rien que pour ça, il méritait d'être président. C'est vrai, je veux dire, c'est pas évident d'avoir la conscience de répondre comme ça. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. La provocation. Et alors? Quelqu'un vous fait un reproche, une critique, une n'importe quoi, et alors? Mais t'es nul, ok, et alors? Souvent, il n'y a rien derrière. Ils sont tellement pas habitués à entendre ça comme répartie que souvent, ça les déconcerte. Ça, c'est pas mal aussi, moi j'aime bien. Et puis enfin, vous avez l'exagération. Ah ouais, je suis le diable. Ça, c'est ma préférée, je l'ai découverte un peu trop tard, je trouve ça rigolo. Et souvent, les gens disent « Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. » Ah bon? Voilà, souvent, ça fait rire les autres, s'il y a des gens au milieu, et ça décrédibilise en fait la personne qui essaie de vous manipuler. Vous n'êtes pas obligé de mettre diable, vous pouvez mettre autre chose, hein, c'est des catégories à utiliser comme ça. Voilà, et puis la dernière chose, c'est une question toute simple, qu'est-ce que tu ressens? C'est-à-dire vous renvoyez la balle. Les gens qui parlent sur vous, en fait, ont tendance à vous manipuler. Les gens qui vous manipulent ont tendance à parler sur vous. Renvoyez-leur la balle, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ressens? Ça coupe court à la discussion, ça les renvoie à leurs responsabilités, ça les oblige à mettre sur la table ce qu'ils veulent vraiment. Donc, pour terminer, parce que je crois qu'on est arrivé à l'heure de la fin, si vous ne connaissez pas ce mot-là, l'assertivité, vous l'apprenez par cœur, c'est un mot génial. Ça veut dire quoi l'assertivité? Ça veut dire tout simplement l'art de s'affirmer
sans agresser et sans manipuler. Avouez que c'est totalement adapté à notre sujet. Je dirais même aussi sans subir ou se soumettre, hein, par rapport aux quatrième façon de fonctionner. Donc l'idée, c'est quoi? C'est vous dites « je » et surtout, quand vous êtes en face d'un manipulateur, vous l'obligez à dire « je », c'est-à-dire à parler de lui ou d'elle, à vous. Et ne laissez pas les gens parler sur vous. Ça vous valorise, encore une fois, mais ça vous manipule. 95% des manipulations et des dominations commencent par tu ou vous. Les gens parlent sur vous. Pourquoi vous les laissez faire? Vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. Donc moi, je vous suggère de couper court à ça. Alors, comment on peut réparer ces torts? Ben, c'est facile. 1, vous les reconnaissez. Si vous avez vraiment fait du tort, vous reconnaissez. Je suis désolé, j'ai fait ça. 2, vous demandez pardon. En France, on n'est pas tellement habitué à le faire, mais ce n'est pas interdit. 3, vous réparez. Réparer, si vous avez vu le film Cette vie avec Will Smith, c'est un type en fait qui essaie de réparer cette vie. Et on comprend en fait au fur et à mesure qu'il a eu un accident, qu'il a créé un accident dans lequel il a tué cette personne. Et donc il va aider cette personne de façon différente. C'est un film bouleversant, moi j'adore. Ça parle exactement de ça. Allez le voir, ça vous donnera des billes par rapport à notre sujet. Et enfin, le plus important, vous vous engagez à ne pas recommencer. Parce que la personne que vous avez blessée, déçue, elle a subi un préjudice, elle a peut-être peur d'en subir un deuxième. Donc vous vous engagez à ne jamais recommencer. Voilà. Bon, ça je vais passer vite parce qu'on n'a pas besoin de ça. Et puis de toute façon, on a dépassé un peu le timing et je voudrais vous laisser partir à l'heure. Moi je dirais juste pour terminer que la conclusion, c'est quelque chose... La conclusion, n'importe quoi. La culpabilité. Et je commence à dérailler aussi moi. La culpabilité est normale si elle est justifiée. Ok, j'ai fait du tort, je me sens coupable, c'est normal, c'est sain. Par contre, dans tous les autres cas, ça ne l'est pas. Donc dans ce cas-là, il faut s'en débarrasser. Donc votre mission maintenant, ça va être de faire ça, tout simplement, de repérer quand est-ce que la culpabilité que vous ressentez est justifiée ou pas. Et si elle est justifiée, vous savez quoi faire. Si elle ne l'est pas, protégez-vous, barrez-vous, supprimez la personne, enfin faites quelque chose, mais ne vous laissez plus jamais manipuler. Rappelez-vous que la manipulation profite soit au manipulateur, soit à votre ego. Ça c'est pour la prochaine conférence, peut-être dans 2000 ans. Ça va ? Merci à vous.